Le Tour de Vendée, 44e édition et les 200 derniers kilomètres de cette Coupe de France 2015 avec évidemment une course qui sera très animée en raison de la température et des conditions météo qui sont présentes ici. Et puis évidemment aussi 3 favoris pour ce Tour de Vendée, mais surtout pour la gagne finale dans ce classement individuel. Effectivement, 3 coureurs sont encore susceptibles de remporter cette Coupe de France 2015. Nasser Boigny, Fédrigo et Plancart. Même si effectivement en cas d'arrivée au sprint, Nasser Boigny sera forcément un grandissime favori. Bon, on parlait des conditions météo, Lilian Gigou, évidemment avec la température et le froid qu'il fait ici, ça va être une course très animée, suspense garanti. Et on arrive justement avec ces 70 km encore à parcourir pour ce 44e Tour de Vendée, Lilian, avec de multiples échappées depuis ce départ à 12h30. On va revenir dessus dans quelques instants. Et une pour l'instant qui compte 4 minutes 20 d'avance sur le peloton. Oui, c'est vrai que beaucoup d'échappées ont essayé de partir, de prendre du temps. C'est vrai que c'est la deuxième échappée qui prend plus de 4 minutes. Et là, cette échappée-là a l'air de vraiment forcer l'allure pour pouvoir arriver éventuellement sur le circuit avec un maximum de temps pour essayer de contrecarrer les plans des équipes de sprinters. On le voit bien, c'est vrai que les équipes comme la Française des Jeux avec Arnaud Desmar, les équipes comme Cofidis avec Nasser Boigny, derrière mènent le train pour pouvoir réduire cette distance, enfin réduire cet écart, pour pouvoir favoriser une arrivée groupée et éventuellement la victoire de leurs sprinters respectifs. 5 minutes 23 d'avance à 66 km de l'arrivée pour ces 4 échappés. Alors il y avait 111 coureurs au départ. On va pouvoir revoir toutes les images de ce départ effectué du côté d'Olonne-sur-Mer. C'était sur les coups de 12h30, un peloton donc composé de 111 coureurs, on le voit, prêt à partir. On l'a dit dans une dernière étape pour cette Coupe de France 2015 qui promet du suspense parce qu'effectivement on ne connaît toujours pas le nom de celui qui va s'imposer, même si Nasser Boigny effectivement est en bonne position. C'est vrai que Nasser Boigny est leader de ce classement avant la dernière étape. Il a 25 points d'avance. 25 points d'avance, ça veut dire que ça lui permet de... tout simplement, il faudrait que ses concurrents directs, Plancart et de Roubaix-Lille Métropole et Pierrick Fédrigo de l'équipe Bretagne Séché Environnement, gagnent aujourd'hui et lui, il faudrait qu'il ne monte pas sur le podium. Donc là, en configuration de la course actuellement, avec 4 coureurs devant, c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour ces coureurs, mais on ne sait jamais. C'est un circuit urbain, 2 tours de 3,5 km. Les conditions climatiques se sont dégradées par rapport aux images qu'on peut avoir au départ. On voit Olonne-sur-Mer ce matin c'était sec, ça a complètement changé cet après-midi. Voilà, et donc je pense que tout est encore possible pour ces concurrents les plus directs. Et la course reste donc indécise pour le classement général de la Coupe de France. Pierrick Fédrigo donc qui est 3e pour l'instant de ce classement général individuel, donc à 27 points du leader Nasser Boigny. On va justement écouter son compère de chez Bretagne Séché, Benoît Jarier, qui lui insiste sur le fait que ça va quand même pas être très très simple d'aller déloger Nasser Boigny. On l'écoute, Benoît Jarier. Pour nous, il est clair que le scénario idéal, c'est qu'il y ait de la course, une bonne partie de la course justement, que ça durcisse pour que Pierrick arrive dans le final à se dépatouiller de Nasser. Après, on sait que le final est relativement plus plat, donc c'est pas forcément l'idéal pour nous, pour Pierrick. Mais bon, il est clair que nous, on va essayer de faire la course, on va dynamiser tout ça pour essayer d'arriver à un petit groupe ou voir l'un de nous en solitaire. Voilà, vous l'avez écouté, Benoît Jarier. Retour en direct sur cette course, sur ce Tour de Vendée 2015 avec, on vous le rappelle, 4 hommes en tête avec un petit peu plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Romain Feuillu qui est 8e au classement général individuel. Brian Nolot d'Europecar et puis Jérémy Levaux de Roubaix-Lille Métropole accompagné de Guillaume Levarlet d'Aubert. 93, c'est compliqué là, Lilian, avec ces conditions notamment, ça souffle, on voit. C'est vrai que ça souffle, les coureurs ont actuellement vent de face et là ils vont aller chercher les dernières difficultés autour de Chantonnay. Donc là ils abordent une partie rectiligne, enfin longiligne d'une vingtaine de kilomètres où par rapport à des équipes organisées derrière, ils vont peut-être un peu perdre du temps. Donc ils ont l'air d'avoir quand même une bonne cohésion au sein de cette échappée, c'est important.
toute façon maintenant faut qu'ils donnent tout ce qu'ils ont pour juste essayer de maintenir le maximum d'écart. On voit que ça diminue. Hein. Voilà, ouais, 5 minutes, c'est à 65 km de l'arrivée, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que là, on va arriver dans les difficultés, dans les dernières difficultés d'ici une quinzaine de kilomètres. Mais on voit que surtout que derrière, les équipes de Française des Jeux et de Nasser Boigny, même si on sait que Arnaud Desmar et Nasser Boigny ne sont pas forcément les meilleurs amis. Mais en fait, je pense qu'ils ont mis chacun leur ego de côté et toutes les équipes, ces deux équipes travaillent justement pour favoriser une arrivée groupée. Et vous le voyez, Nasser Boigny sur ces images qui revient de Richmond. Nasser Boigny et qui effectivement les champions du monde qui avaient lieu il y a une semaine. Quelques coureurs au sein de ce peloton y étaient, notamment Mituel Delage qui fait partie de l'équipe de la Française des Jeux, Arnaud Desmar aussi qui était là-bas, Nasser Boigny et Arnaud Desmar qui ont respectivement fini dans les 30 premières places. Donc sont en forme en fin de saison, même si on est sur les dernières courses de la saison. On voit qu'ils ont encore soif de victoire et ils font encore travailler leurs coéquipiers pour accrocher un dernier bouquet pour la saison 2015. Alors que l'on voit Bragan Nolo, le local de l'étape qui a démarré ce Tour de Vendée juste à côté de chez lui, puisqu'il est natif des Sables d'Olonne et qui défend les couleurs vendéennes là, sur ce Tour de Vendée. On mise sur lui bien évidemment, puisque du côté d'Europecar, il n'y a pas grand chose à jouer. C'est vrai que Europcar aujourd'hui n'a pas assez de sprinteurs, puisqu'en ce moment il y a les championnats de France piste. D'ailleurs, Brian Nolo a été sacré champion de France de poursuite par équipe avec l'équipe Europcar, parce que l'équipe Europcar était la seule équipe professionnelle à présenter une équipe au départ de la poursuite par équipe. Et donc les deux sprinteurs, Thomas Bouda et Brian Coquard, eux sont encore aujourd'hui sur les championnats de France qu'on eu à Bordeaux. Et donc c'est vrai que Europcar ne présente pas de sprinter aujourd'hui, donc forcément jouer les francs-tireurs pour essayer de décrocher ce Tour de Vendée. Tour de Vendée, c'est vrai où ils jouent à domicile, mais qui n'ont pas réussi à gagner depuis 2002, ça fait déjà 13 ans. 2002, effectivement, ça commence à remonter, alors que on parlait de l'équipe Cofidis, elle a réussi sur les 5 dernières saisons en classement individuel pour la Coupe de France, à classer 4 fois sur 5 un de leurs coureurs. Donc c'est vrai que c'est une Coupe de France qui, on va dire, qui leur appartient depuis quelques temps. C'est vrai que c'est le genre d'équipe qui aime bien ce championnat, à savoir que c'est une quinzaine de manches qui se disputent tout au long de l'année, du mois de février au mois d'octobre, avec la dernière manche qui a lieu aujourd'hui. Et même si, donc, on peut le dire, c'est une équipe qui mise vraiment une bonne partie de leur effectif sur cette Coupe de France, sur ce classement général, en ayant effectivement gagné 4 fois les 5 dernières manches et surtout avec 4 coureurs différents. Ça veut dire que ils font tourner leur effectif et ils essaient au mieux de garder ce leadership chaque année. Bon, on va aller retrouver un homme qui a bravé les intempéries. C'est Thierry Fourmy qui se trouve quasiment sur la ligne d'arrivée, Thierry. Oui, vous voyez, Anthony, les parapluies sont sortis sur la ligne d'arrivée. Effectivement, ce sont les conditions que redoutaient les coureurs hier dans leur hôtel. Ils nous le disaient, conditions là qui commencent à devenir exécrables sur la ligne d'arrivée. Il pleut, il y a du vent. Et donc c'est extrêmement compliqué, et d'autant comme vous l'avez signalé que nous atteignons la fin de la saison. Donc les jambes sont lourdes. C'est vraiment les pires conditions possibles pour l'ensemble du peloton. Alors les pires conditions, on retrouvera, merci Thierry, tout à l'heure évidemment pour suivre l'évolution de la course. Lilian, 61 km, 4 minutes 19 d'avance. Et voilà, on voit toutes ces lignes droites là où on voit au fond Chantonnay où on va chercher les différentes bosses, les 3-4 bosses qui restent avant de retourner sur la Roche-sur-Yon. Et on voit bien donc les coureurs ont extrêmement froid, le peloton, il n'y a plus grand monde dans le peloton. Et sur ce genre de conditions climatiques, vous voyez, les coureurs à l'avant ne sont pas forcément désavantagés, c'est-à-dire que des fois, il vaut mieux rouler à l'avant et se réchauffer que rester derrière dans les roues, où là, en fait, vous fournissez quasiment pas d'effort parce que vous êtes protégé. Et surtout, vous avez toute l'eau qui revient. On se refroidit. Vous refroidissez. Et les coureurs qui vont aborder les bosses en ayant refroidi à l'arrière vont peut-être un peu buter. Donc c'est pas forcément un handicap de se retrouver à l'avant. Au moins vous pouvez ne pas attraper froid, vous réchauffer et aussi éventuellement éviter tout ce qui est chute et freinage en cas d'urgence. Vous parliez justement à Lilian tout à l'heure de cette Coupe de France qui plaisait vraiment à cette équipe Cofidis. On va écouter Julien Simon, l'un des coéquipiers de Nasser Bougny, qui lui insistait sur le fait que tout le monde évidemment allait se regrouper derrière leur leader. On écoute Julien Simon.
On a des bons coureurs dans les échappées, hein, donc voilà, on va pas tout miser. Voilà, il y a aussi l'FDJ avec Desmar, donc voilà, on va pas endosser toutes les responsabilités. Mais c'est sûr que oui, dans l'idéal, un sprint, Nasser il marche bien, il sort des championnats du monde. On a une très bonne équipe avec des coureurs en bonne condition, donc on va vraiment donner le meilleur pour remporter la course. Allez, retour en direct ici pour ce Tour de Vendée pour les 60 derniers kilomètres. Est-ce que justement Lilian, on parlait de sprint avec Julien Simon tout de suite, est-ce que les conditions là et le retour progressif du peloton vont favoriser ce scénario? Alors oui, on peut assister à un sprint, après un sprint en petit comité. Je pense qu'au fur et à mesure des relances sur le circuit final, au fur et à mesure des passages dangereux, le peloton peut perdre quelques éléments, même au fur et à mesure des difficultés. Et on peut, je pense que voilà, un groupe d'une cinquantaine max de coureurs peut arriver au sprint. On voit bien que le peloton n'est pas bien gros. Au fur et à mesure, on a la liste des abandons qui grandit. Et c'est vrai que voilà, on est quand même en fin de saison, les coureurs ont beaucoup donné. Et la motivation est souvent pas toujours présente sur ces dernières courses. Donc on a tendance à voir les coureurs les plus en vue, ceux qui ont encore un peu de force, ou éventuellement ceux qui n'ont pas de contrat pour 2016. Il faut savoir qu'au sein de ce peloton, comme chaque année, à cette période de l'année, certains coureurs n'ont pas eu leur contrat renouvelé dans leur équipe et donc sont toujours à la recherche d'un contrat pour une équipe professionnelle en 2016. C'est le cas de Romain Feuillu d'ailleurs, qui est devant. C'est le cas de Romain Feuillu qui est un bon sprinter. Malheureusement, cette année, il n'a décroché qu'une victoire, il me semble, et ça n'a pas, suffi. Voilà, ça n'a pas suffi pour que son équipe lui propose un contrat. Donc il se retrouve à se remettre en évidence. 8 sprinters se retrouvent à être échappés pour essayer éventuellement, puisqu'il n'a pas réussi à gagner cette année au sprint, il tente la carte échappée. On verra bien s'il a eu raison d'opter pour cette tactique. Alors que beaucoup de camions passent sur cette ligne d'arrivée là où nous sommes en ce moment en attendant les 60 derniers kilomètres. Vous l'avez vu, hein, Romain Feuillu sur ces images de l'élégant Anthony Forestier. Eh bien les 4 coureurs qui sont échappés en bave, parce que c'est vrai qu'il y a du vent, il y a de la pluie et les conditions sont de plus en plus compliquées, et surtout leur avance fond non pas comme neige au soleil parce qu'il n'y en a pas, mais font véritablement, hein, en l'espace de 10 km ils ont perdu 2 minutes. C'est vrai que sur ces longues lignes droites, même si vous avez 5 minutes d'avance, même derrière le peloton vous voit, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour vous. Puis comme je vous le dis, comme je le disais tout à l'heure, les coureurs ont du mal à s'organiser devant, puisque le vent est présent. Il reste encore une soixantaine de kilomètres. Donc on voit bien que le peloton roule beaucoup plus fort à l'arrière, que c'est beaucoup plus nerveux, alors qu'à l'avant, on voyait les coureurs se ravitailler pour bien finir ces 50 derniers kilomètres. Alors que si vous entendez du bruit, hein, derrière nous, c'est normal. Ça passe sur la ligne d'arrivée avec des gros engins. Et c'est le coup de klaxon, hein, c'est la caravane du Tour de Vendée. C'est la caravane du Tour de Vendée qui passe, alors que le peloton, lui, continue de grignoter sur les 4 échappés, avec toujours l'équipe française des Jeux, FDJ qui est en tête avec dans les roues les coéquipiers de Nasser Bouhanni. Et tranquillement, le peloton refait son retard sur le groupe des 4 échappés. Voilà, au kilomètre 50 de l'arrivée, le peloton va être engagé dans la côte du Futeau. La côte du Futeau, c'est la célèbre côte qui faisait partie du circuit du championnat de France, et donc bien connue chez les cyclistes. Et donc cette approche va être très importante. Ce sont des petites routes légèrement sinueuses, et là, comme on voit qu'en plus la chaussée est humide, je pense que c'est important de se placer dans les 10-15 premiers coureurs du peloton. Et on va voir que le peloton va être de plus en plus nerveux, et tous les coéquipiers vont vouloir passer leur leader en tête avant cette descente pour pouvoir être bien placé au pied et éventuellement accélérer et revenir sur les échappées. Là voilà la tête de course qui entre justement dans la ville de Chantonnay, qui va traverser cette ville, et c'est à leur sortie qu'on va se retrouver dans cette bosse du Futeau. Ouais. Et après qui va tout de suite se renchaîner, puisque 4 bosses se succèdent en moins de 20 km. Nous allons avoir la côte de Pouzère, la côte du Moulin des Bois, et la dernière qui est la côte du Martin Desnoyers. Alors que les coureurs ont déjà passé Saint-Michel-Mont-Mercure, qui est le point culminant de la Vendée. De la Vendée.
même si ça ne ressemble pas effectivement à un profil montagneux, il y a quand même des petites bosses à passer. Et vu le temps qu'il fait, effectivement, je pense que ça doit commencer à peser dans les jambes la saison également, alors que les FDJ sont en tête. Voilà, on voit Sébastien Chamanel, le frère de Sylvain, qui est, je rebondis sur les championnats de France, qui est devenu champion de France de poursuite individuelle. Donc Sébastien, son frère, qui mène justement depuis le début de cette longue ligne droite son équipe. C'est lui qui envoie. Hein. Voilà, c'est lui qui envoie, c'est lui qui donne tout. Je pense qu'il a comme but de tout donner jusqu'à cette bosse-là, et après il aura le droit de se relever et éventuellement de finir tranquillement. Et on voit l'homme qui est derrière, c'est Benoît Vaugrenard, qui est le capitaine de route de cette équipe. Lui qui est professionnel depuis 2003, donc depuis plus d'une douzaine d'années, qui a re-signé pour encore 2 ans, qui a tout fait à la Française des Jeux. C'est vraiment un des plus anciens, c'est le plus ancien de cette équipe. Et lui, il est là pour justement guider au mieux ses coéquipiers. À savoir que comme maintenant les oreillettes sont proscrites sur ce genre de course, justement les capitaines de route ont beaucoup plus de marge de manœuvre, et c'est eux qui des fois font ou défont les courses. Alors qu'on en a vu également sur ces images Kevin Reza de la FDJ qui lui aussi était aux avant-postes, et on va vous le rappeler, hein, même si vous le voyez à l'écran puisque nous sommes en direct sur ce Tour de Vendée. 3 minutes, un petit peu plus de 3 minutes d'avance pour les 4 hommes de tête. On va vous rappeler leur nom: Romain Feuillu de Bretagne Séché, Brian Nolot, le coureur d'Europe Car, avec également Jérémy Levaux de Roubaix-Lille Métropole et Guillaume Levarlet d'Aubert 93. Les voilà, ces 4 hommes qui ont possédé jusqu'à 5 minutes et 20 secondes d'avance sur le peloton. Et vous le voyez, l'avance qui a considérablement diminué. Considérablement diminué. Je pense que les coureurs là progressent dans moins de quelques kilomètres, vont arriver dans la bosse du Puteaux, enfin du moins en haut de la descente. Et donc vont essayer de garder. Je pense que de toute façon maintenant, avec 3 minutes d'avance, ça va être compliqué d'arriver, de garder cette avance justement jusqu'à La Roche-sur-Yon. Donc ils vont tout simplement mener la bosse à leur train, et éventuellement, s'ils peuvent recevoir des renforts des coureurs à l'arrière, former un plus gros groupe et pouvoir essayer d'accentuer leur avance pour contrer les équipes de sprinters. Allez, nous on va aller retrouver notre sprinter à nous, Thierry Fourmy, sur la ligne d'arrivée. Thierry. Oui, Anthony, je suis donc sur la ligne d'arrivée. Je pensais tomber sur des supporters de Brian Nolot. Il faut savoir que le coureur d'Europe Car, sa maison familiale est située à quelques kilomètres du départ de l'Aune, et puis il habite ici, là, sur la ligne d'arrivée, à 1 kilomètre tout près d'ici, donc sur La Roche-sur-Yon. Et nous sommes tombés sur Gérard, qui est un supporter de Nasser Bonny. Alors pourquoi, Gérard, vous supportez Nasser ? Parce que j'aime bien Nasser, et puis il fait partie d'une équipe du Nord, Cofidis. Et je suis originaire du Nord, donc ça tombe bien. Originaire du Nord de la Vendée, hein. Non, ouais, j'habite le Nord de la Vendée, mais ma région d'origine, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui vous plaît chez Nasser Bonny ? Sa façon de courir, bon, même s'il n'est pas chanceux cette année, il est tombé plein de fois, donc la malchance, elle finira par partir. Et je pense que là, il a des chances pour remporter le sprint, si ça arrive au sprint, bien évidemment. Voilà, merci Gérard, supporter de Nasser Bonny. Nasser Bonny qui a quand même récolté quelques bouquets, hein, même si c'est vrai qu'il n'a pas eu trop de chance sur ce début de saison. Après, le réglage s'est un petit peu fait, même s'il n'a pas remporté peut-être pour lui les étapes ou les courses qu'il aurait voulu. Ouais, c'est vrai qu'il a remporté une dizaine de victoires, et je pense que sa chute la plus malchanceuse, c'est tout simplement celle du championnat de France, où il chute à 150 mètres de la ligne, sur un petit groupe d'une dizaine, où il était quasiment sûr de gagner le titre. C'est vrai que c'est frustrant. Maintenant, voilà, la saison n'est pas finie, et il montre qu'il a encore faim, et qu'il encore, même si il a plus de 10 victoires cette année, une 11e serait bien venu, et une 12e avec le classement individuel. Classement individuel, oui. Je pense qu'il peut faire deux pierres deux coups sur cette même course. Nasser Bonny qui a remporté ce Tour de Vendée, c'était il y a 2 ans, en 2013. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de courses, hein, même pour lui, hein. Il reste Paris-Tour donc la semaine prochaine. Et puis la dernière course de la saison, ce sera justement toujours en Vendée, aux Herbiers, le chrono des nations. Mais je pense que Nasser, c'est pas une course qui lui conviendra. On aura l'occasion de voir au chrono des nations plus des champions nationaux de la spécialité, mais pas Nasser Bonny.
Oui, justement, Anthony et Lilian, Nasser qu'on a rencontré hier à l'hôtel des coureurs, qui nous disait que voilà, il y a une certaine ambition d'aller chercher les 3 bouquets hein, sur la fin de saison. Enfin, au minimum 1, mais peut-être effectivement de gagner le Tour de Vendée, Paris-Tour et Paris-Bourges, ça serait un sacré challenge. Eh bien, puisque Thierry vous parlait de Nasser Bouhanni, ça tombe bien. On va l'écouter. Nasser qui justement disait il faut rester un petit peu prudent par rapport à cette course. On l'écoute, Nasser Bouhanni. Il n'y a rien de joué, hein. Il reste encore une dernière manche de la Coupe de France. Donc tant que la ligne n'est pas passée, on ne peut pas dire que la Coupe de France est jouée. Après, il y a aussi le classement final du Tour de Vendée qui va être en jeu. Il y a donc 2 courses en un, on va dire, demain avec la Coupe de France et le classement final du Tour de Vendée. S'il y a du vent et la pluie, ça risque de se compliquer. Après, il faudra être vigilant, je pense, au début de course. Et oui, les conditions météo, évidemment, il les avait, comme la plupart des coureurs, bien regardées. C'est vrai que autant ça a été sec jusqu'à 15h, autant depuis, la pluie et le vent ont fait leur apparition. On va rappeler que les 4 échappés, Lilian, ont 2 minutes 30 d'avance sur le peloton à 55 km de l'arrivée. Autant dire que ce peloton va reprendre certainement dans les prochains kilomètres le groupe d'échappés. Reprendre ou pas reprendre, hein. C'est vrai que les équipes de préteurs ont aussi intérêt à ne pas revenir trop vite sur les échappés pour éviter justement des contres et être obligé de retravailler pour reboucher l'écart. Donc là on voit bien que dans la bosse il mène tempo. C'est Jussi Väikänen, le coureur de la Française des Jeux, finlandais, qui c'est une de ses dernières courses puisqu'il arrête sa carrière à la fin de la saison pour devenir directeur sportif à la Française des Jeux. Donc vous voyez ce coureur à l'avant, l'année prochaine vous le verrez dans la voiture en train de driver ses coéquipiers. Et on revient sur la tête de Corosso. Ça commence à être compliqué pour les hommes de tête qui ont, c'est vrai, la petite bosse là dont parlait Lilian. On est toujours dans la bosse de Chantonnay. Voilà, on est toujours dans la bosse de Chantonnay, c'est pas forcément la plus difficile, hein. On est là dans la prémisse du Futo, c'est-à-dire que là en haut vous allez tourner à gauche, après reprendre, en fait on est dans le sens inverse de la bosse du championnat de France. Donc en haut vous tournez légèrement à gauche, vous replongez sur l'étang de Chantonnay et après vous remontez à droite et là c'est vraiment beaucoup plus sévère. C'est Romain Feuillu qui avait 2-3 petits mètres de retard qui les a complètement bouchés là rapidement pour revenir à hauteur de ses 3 coéquipiers de tête, alors que le peloton continue d'avancer avec la FDJ. Et on voit la différence de route et surtout de rythme entre les deux, mais là on n'est pas du tout sur le même parcours, hein. Non, on n'est pas sur le même parcours, hein, mais on est sur le même parcours, mais on n'est pas dans la même optique. C'est vrai que les hommes devant ont bien compris que de toute façon, c'est pas eux qui allaient décider de leur avance. Donc ils ont intérêt justement à monter tranquillement. De toute façon, l'effort, c'est pas maintenant qu'il faut le produire, c'est justement à la sortie des bosses, donc à une vingtaine de kilomètres avant de rentrer, de retourner sur La Roche-sur-Yon. Avec les 2 boucles au programme dans la ville de La Roche. Sur Yon en Vendée, là où nous sommes en direct pour suivre ce 44e Tour de Vendée avec un peloton bien compact, même si Lilian le disait, c'est pas un gros peloton, alors qu'on voit Jimmy Angoulevent qui est également aux avant-postes. Alors Jimmy Angoulevent, il est aussi comme Jussi Väikänen, on voit bien, c'est une de ses dernières courses puisqu'il finira sa carrière à Paris-Tour et lui aussi intégrera le staff de la nouvelle équipe Europcar. Direct Energy. Direct Energy, qui en tant que directeur sportif. Avec... on le voit, les FDJ, les Europcar qui sont aux avant-postes, Bretagne Séché également. Et donc je pense qu'on peut assister aussi à des attaques de l'arrière de coureurs. Donc vous voyez, même si derrière plutôt le peloton ne force pas l'allure, il reprend seconde par seconde de l'avance des échappés. Vous allez voir en bas de la descente de ce peloton-là, vous avez un virage très serré à droite, extrêmement dangereux, et c'est là que commence la première bosse du Futo. Et on le voit là à l'image, où le coureur Jérémy Leroux, le coureur de Roubaix Lille Métropole, a raté son virage. Et du coup perdu quelques mètres, mais il a réussi à combler également son retard, alors que les 4 hommes de tête là vont enchaîner les côtes. Et c'est là qu'à l'arrière on peut assister à des attaques. Vous voyez bien que le coureur à l'avant reste uni, hein, il se regarde le but c'est de rester le maximum de temps ensemble
pour pouvoir faire force égale et mettre toute leur énergie à profit pour chacun, pour justement l'échapper. Pour l'échapper, mais c'est vrai que là on se dit pas dans les têtes, bon là c'est cuit, on va peut-être ralentir un peu l'allure. Ils n'ont rien à perdre, ils ont une cinquantaine, de toute façon maintenant ils sont devant, ils l'ont cherché, enfin quelque part s'ils ont attaqué c'est pour se retrouver à l'avant. Maintenant au contraire, il y a 50 km, faut temporiser dans les bosses. Moi je pense que la meilleure chose qui peut leur arriver c'est que derrière il y a 4-5 coureurs qui ressortent et pour reformer une échappée de 9. Et là, à 9, ça sera beaucoup plus facile de lutter contre les équipes de sprinters de la Française des Jeux et de Cofidis. Allez, on va retrouver peut-être Thierry Fourmi qui est encore avec des supporters de Nasser Boigny. Je vois du vert, c'est pas Nasser Boigny. Eh non, bien joué Anthony, effectivement, puisqu'après avoir trouvé Gérard, supporter de Nasser Boigny, là j'ai deux supporters des coureurs vendéens du jour. Il s'agit de Brian Nolot évidemment et Thomas Vauclair. Voilà, Brian pour l'instant ça se passe bien pour lui. Comment? Ça se passe bien pour Brian? Oui, apparemment, oui. Ouais, vous pensez qu'il va aller au bout ou pas avec Romain Feuillu notamment? Oh, ben sûrement, oui, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, qu'est-ce qui vous intéresse sur ce profil de coureur, soit Thomas ou Brian? Quelles sont leurs qualités qui apparaissent en premier lieu? Oh, ben, Thomas est un coureur qui a de l'expérience, hein, puis qui est complet, mais il mérite très bien le Tour de Vendée. Allez, j'ai posé une dernière petite question à votre acolyte. Qui est-ce qui va gagner selon vous? Alors là, aucune idée. Je pense que l'échappée n'ira pas au bout déjà. Donc ça va se jouer sur le final, je crois. Voilà, peut-être la cérémonie sur le final, vous voyez. Je suis un petit peu plus d'accord avec la deuxième réaction. Il y en a des deux qui avaient raison. Voilà, c'est ça, en train qui... Et là, regarde, on est arrivé juste dans la bosse attaque. où on en parlait tout à l'heure et c'est les coureurs belges de Vlaanderen Top Sport plutôt, qui attaque et qui va essayer de se rapprocher de l'équipe. Malheureusement, il est tout seul. Derrière, ça n'a pas suivi. C'est vrai que la route est extrêmement petite et les coureurs de Cofidis et de Française des Jeux, en prenant toutes les places à l'avant, rendent difficile les attaques à l'arrière. Et là, on voit l'effort fourni justement pour sortir de ce peloton et contre-attaquer pour essayer de récupérer les 4 hommes de tête. Ça va être compliqué effectivement parce qu'il est tout seul à s'être extirpé du peloton. Là. Ouais, il aurait fallu qu'il soit au moins 2 ou 3 pour pouvoir d'un revenir à l'avant et puis former un plus gros groupe pour pouvoir accentuer l'avance par rapport au peloton. Et on voit que derrière le peloton temporise. Les coureurs de la Française des Jeux de Cofidis sont bien joués. Ils ont tout simplement pris toute la place sur la route, comme ça rendant impossible les attaques des coureurs à l'arrière. Mais voilà, c'est le jeu des équipes. 2,06 l'avance pour l'instant des 4 hommes de tête sur le peloton à un peu plus de 50 km de l'arrivée. On est en direct sur ce 44e Tour de Vendée avec certainement d'autres attaques si les équipes de la FDJ et de Cofidis laissent un peu de place comme disait Lilian. On va peut-être assister à d'autres attaques un petit peu plus loin. Mais on voit bien, les équipes verrouillent la course. C'est vrai que même l'équipe Europcar qui a déjà un coureur devant, qui on voit bien est complètement est bien placé sur la gauche de la route. Quand on dit verrouiller la course, c'est ça, c'est faire bloc de telle sorte que personne ne puisse attaquer. On voit bien, par exemple, on voit le coureur de G2R à droite. Bon, même si là il pouvait attaquer, G2R n'a personne à l'avant et malheureusement n'a pas réussi à s'extirper dans cette difficulté. Il y a aussi d'autres équipes que AG2R qui n'ont pas des coureurs à l'avant et qui ne sont pas forcément intéressés par une arrivée groupée. On a l'équipe belge Wanty Group Goubert avec le coureur comme Mercato qui avait gagné ici même en 2011 sur justement un petit groupe, en petit comité. On a aussi l'équipe KR Royal, l'équipe espagnole. Top Sport Vlaanderen, on le voit, c'est le coureur qui vient juste d'attaquer. C'est Team de Klerk si je ne m'abuse. Voilà, le Team Differdange, une équipe luxembourgeoise. On a aussi Team Marseille qui, même si qui dispose de qu'un sprinter comme Alexandre Blin, mais c'est vrai que face à des sprinters comme Arnaud Desmar ou Nasser Boigny, ça risque d'être compliqué. On a une autre équipe espagnole, Muria Taldea. Et enfin l'équipe de cyclistes de l'armée de terre, qui n'est pas non plus représentée à l'avant et qui ne dispose pas forcément du sprinter pour pouvoir gagner aujourd'hui.
15 équipes au départ, on le rappelle, dans ce Tour de Vendée. 111 coureurs avec déjà 6 abandons dans cette course, du moins recensés pour le moment. Alors qu'on est descendu sous les 2 minutes pour les 4 échappés sur l'homme qui s'est extirpé du peloton, Tim Declercq, de l'équipe Top Sport. Il a effectivement, il a vite repris 30 secondes dans la bosse puisqu'il l'a monté à bloc par rapport aux coureurs devant. Maintenant on voit bien que là les coureurs de devant ont monté tranquillement au train, comme on dit, la bosse, et maintenant retrouve une allure un peu plus soutenue pour aller chercher la bosse suivante, la bosse du Moulin des Bois et la bosse de Saint-Martin des Noyers qui se suivent. Idem pour le peloton qui, vous voyez, on retrouve une allure beaucoup plus allongée qui tout simplement montre que le peloton a accéléré. Avec, on le voit toujours sur ces images, la pluie qui colle à l'asphalte et puis ces routes toujours aussi étroites qui ne permettent pas effectivement au peloton de s'étirer dans la largeur. Alors que là on voit Tim Declercq qui essaie de rattraper et de récupérer les 4 hommes de tête. Pour lui ça va être aussi compliqué parce qu'il est seul. Ça va être compliqué. Après sa chance c'est qu'il y a encore des bosses qui se succèdent. Et donc par grappe de 30 secondes il peut essayer de revenir sur les hommes de tête. 30 secondes par boss, c'est à peu près le temps qu'il a eu, qu'il a pu prendre dans la première, dans son attaque. Il peut espérer refaire le même effort deux fois et d'avoir en point de mire les échappés. Sachant qu'il a déjà mis quasiment 50 secondes au peloton sur son échappée lorsqu'il a réussi à s'extirper donc de ce peloton, alors que la FDJ continue de rouler en tête derrière Tim Declercq et le groupe des 4 échappés. On verrouille comme disait Lilian, et ça se passe plutôt tranquillement pour l'instant pour Nasser Boigny qui va évidemment attendre les 20-30 derniers kilomètres pour exploiter toute son équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui Nasser Boigny a surveillé Arnaud Desmar pour l'arrivée au sprint et aussi a surveillé Plancart et Pierrick Fédrigo pour la Coupe de France, même si un coureur comme Pierrick Fédrigo n'est pas forcément des plus rapides, n'est pas forcément des plus à l'aise non plus sur les chaussées humides. Par contre, un coureur comme Plancart, un coureur belge de l'équipe Roubaix Métropole, lui, un Belge, les routes humides, il connaît. Le sprint, il n'est pas manchot puisqu'il a gagné pratiquement tous ses points sur des sprints massifs, en ne remportant aucune manche, mais en grappillant par place de 2, 3, 4, 5. Des pressions points pour être dans les 3 premiers de cette Coupe de France. Ouais, parce qu'on va rappeler que Pierrick Fédrigo a longtemps été en tête de ce classement individuel dans cette saison 2015 de Coupe de France, que Nasser Boigny a remporté 2 étapes de cette Coupe de France et qu'il est donc en tête avant cette dernière manche ici au Tour de Vendée. Et puisque l'on parle de Pierrick Fédrigo, eh bien on va l'écouter, le coureur de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Optimiste peut-être, mais réaliste aussi, on l'écoute. Le scénario, ça serait pour lui de laisser partir une échappée de façon à que les points soient pris sur les premiers coureurs et puis après que ça arrive au sprint. Mais je sais qu'un coureur comme Nasser Boigny, c'est quelqu'un qui est encore en condition et qui est motivé par la Coupe de France, donc ça va être très, très compliqué d'aller le détrôner, quoi. Alors Lilian, il est pas très optimiste. Je pense que rien que dans le discours, on voit à peu près ses motivations, mais je pense que c'est une forme de réalité. Il sait très bien que en faisant course derrière, c'est toujours plus difficile qu'en ayant... c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de défendre une première place que d'aller la chercher, et surtout qu'il a été longtemps leader de cette Coupe de France. Malheureusement, lors du Grand Prix d'Isberg, la manche précédente, Nasser Boigny a gagné, a pris 50 points, puisque c'est le barème. Voilà, c'est le barème 50, 35, 25, puis après ça devient de plus en plus dégressif. Donc je pense qu'il s'est douté au Grand Prix d'Isberg que pour gagner la Coupe de France cette année, ça allait être vraiment compliqué. En plus là, je vous le dis, il arrive sur une fin de saison où il a beaucoup donné, il arrive sur des conditions humides, lui,
le coureur de Marmande qui aime plutôt les conditions un peu plus chaudes. On l'a vu gagner de nombreuses fois sur le Tour de France. Donc voilà, bon, il y fait acte de présence, entre guillemets, il assure son rôle. En plus, son équipe a gagné la Coupe de France par équipe. Bon, sa saison n'est pas mauvaise, mais c'est vrai que ça va être compliqué de renverser la situation aujourd'hui. Ouais, il a peur, d'autant qu'on le rappelle, il faudrait que soit Plancart, soit Federico remportent ce Tour de Vendée, tout en laissant Nasser Boigny à la 4e ou 5e place, au-delà même, pour pouvoir être leader de cette Coupe de France 2015 lors de la dernière manche. C'est vrai qu'un coureur comme Plancart, moi j'y crois, enfin j'y crois, c'est peut-être celui qui est le plus dangereux. Il a 150 points, Nasser Boigny en a 178, ça fait 24 points d'écart. Si Baptiste Plancart arrive à gagner aujourd'hui et Nasser Boigny fait 3e ou plus, enfin ou moins surtout, tout simplement il gagnerait cette Coupe de France pour 1 point. Donc voilà, tout est possible. On voit que la chaussée est humide. On ne sait jamais ce qui peut y arriver on ne le préconise pas. On l'a vu le spectateur tout à l'heure qui disait que Nasser Boigny avait pas de chance cette année. Voilà, c'est manque de sérénité. C'est le coup de patin en trop qui fait qu'on dérape de la roue avant et la chute à 1 km de l'arrivée fait que vous pouvez tout perdre. Ouais, on ne lui souhaite pas, bien évidemment, à Nasser Boigny qui a déjà été pas mal enquiquiné par tous ces petits pépins. Non, mais quand ça vous est arrivé quand même pendant la saison, c'est le genre de choses qui inconsciemment vous y pensez. Ouais. C'est qu'il y a un peu d'enjeu. Je reviens à Baptiste Plancart de Roubaix Elite Métropole. Lui, il n'a rien à perdre. Aujourd'hui, au pire, il fera 2 de la Coupe de France. Au mieux, il la gagnera. Alors que Nasser Boigny, au pire, il perdra la course aujourd'hui et il perdra la Coupe de France. Donc la pression est quand même sur ses épaules. Donc la pression est pour lui. Mais bon, il est quand même maintenant habitué à gérer depuis quelques saisons maintenant cette pression qui pèse sur l'un des tout meilleurs sprinteurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la Française des Jeux mise tout sur son sprinter Arnaud Desmar et n'a pas peur de prendre en main la course, contrairement à une équipe Cofidis où on a vu, où on a entendu dire que voilà, c'était pas forcément à elle de prendre la course, de rouler pour son sprinter. C'est vrai que depuis le début de l'année, toutes les équipes se tournaient un peu vers Cofidis lorsque Nasser Boigny était au départ. Et entre guillemets, c'est eux qui se farcissaient un peu la course et allaient chercher toutes les échappées. Ouais, c'est vrai, alors qu'on les voit là, les FDJ et les trois Cofidis derrière, dont Nasser Boigny d'ailleurs, qui doit se trouver au milieu des trois. Et on vous le rappelle, la situation sur ce 44e Tour de Vendée que l'on vous propose ici en direct sur France 3. 1 minute 46 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête sur ce peloton donc mené par la formation FDJ, alors qu'il y a un homme intercalé entre le peloton et les 4 hommes de tête, c'est Tim Declercq. Et là vous voyez que voilà, les hommes de tête montent tranquillement, mais même en montant tranquillement, ils ont fait la descente bien correctement. Et on voyait encore des coureurs qui étaient encore en train de relancer en bas de la descente. Donc les coureurs qui sont à l'avant font le tempo, c'est-à-dire qu'ils montent tranquille dans la bosse et ils réaccélèrent sur le haut pour pouvoir étirer le peloton, pouvoir arriver avec suffisamment d'avance dans la prochaine bosse. Et les coureurs qui sont derrière font l'élastique, c'est-à-dire qu'eux ils font le contraire, ils sont obligés de monter vite les bosses et dès qu'ils arrivent en haut, ils sont gênés par les autres coureurs et ils sont obligés de refaire l'effort derrière. Donc c'est pour ça que mener sur ce genre de route un peu humide, un peu sinueuse, un peu piégeuse, ouais, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal de se retrouver à l'avant à mener le tempo. Alors 45 secondes d'avance pour ces 4 hommes de tête que vous voyez sur ces images, sur le coureur de Top Sport Vlaanderen Baloise, Tim Declercq, et puis 1,49 sur le peloton. Il a pris une bonne minute sur le peloton. Il a conservé cette avance, Tim Declercq. Il a conservé cette avance, mais bon, lui, ce qu'il veut, c'est rentrer devant. Et on voit bien qu'il est en train de reperdre du terrain par rapport aux hommes de tête. Donc ça va être compliqué pour lui. De toute façon, c'est dans son attaque où ils auraient dû sortir à 3 ou 4 pour pouvoir revenir sur les échappées. On voit bien que les hommes derrière, de toute façon, maintenant, n'ont plus qu'à maîtriser. 5 hommes à l'avant, enfin 4 et 1 à l'avant. La course, elle est facile pour eux à maîtriser. On voit que même si c'est l'équipe de la Française des Jeux qui roule, on voit que derrière l'équipe de Cofidis
est là éventuellement pour leur donner un coup de main si jamais il y a feu au lac. Mais l'équipe de la Française des Jeux maîtrise tout à fait la situation. Total contrôle. Hein. Avec 2 hommes, on l'a vu, hein, Jussi Väkkänen qui est là en tête et Sébastien Chavanel. C'est-à-dire que 5 hommes plus Arnaud Desmar derrière ne fournissent quasiment pas d'efforts. Ils se retrouvent juste en tête de peloton et ont juste besoin de suivre et ne subissent pas les à-coups. Alors que les 4 hommes de tête ont repris quelques secondes d'avance sur le peloton. Eux vont poursuivre eh bien leur chemin qui va les mener jusqu'à La Roche-sur-Yon avec les deux boucles hein, qui seront au programme pour cette fin de Tour de Vendée sur la ville de La Roche-sur-Yon. Mais on n'en est pas encore là. 44 km encore à parcourir. Et on voit bien, ils ne s'affolent pas, ils ont 2 minutes d'avance. De toute façon, c'est pas maintenant qu'il faut accélérer. Il faudra donner le coup de vis en haut de la dernière bosse qui se situe, qui est 165 à 35 km de l'arrivée. D'ici une dizaine de kilomètres, c'est vraiment là où il faudra qu'ils donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir arriver avec un maximum d'avance sur le circuit urbain. Un circuit de 3,5 km à faire 2 fois, comme vous le disiez tout de suite. Et sur un circuit urbain piégeux, glissant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On parlait de chute tout à l'heure, mais effectivement, une chute collective dans un virage qui fait chuter tout le peloton. Et le voilà, Tim Declercq, je vous coupe Lilian, mais il est à la relance, celui qui est à 45 secondes des 4 hommes de tête. On sent que ça pioche un petit peu, les épaules un peu en dedans, mais il est là à la relance dans le virage. Et il est là, mais c'est vrai qu'il perd du terrain, on voit bien 2,04. Donc ça va être compliqué pour lui de rentrer. Alors 2,04 c'est l'écart entre le peloton et les 4 hommes de tête. Lui doit être à 45 secondes des 4 échappés. Tim Declercq que l'on voit seul sur cette longue route et cette longue ligne droite vendéenne. La seule chance qu'il puisse avoir, c'est éventuellement, et on le voit là, s'il arrive à voir les coureurs de tête en ligne de mire, ça pourra l'aider. Et on espère pour lui parce que c'est vrai qu'il a fait un gros effort individuel pour tenter de combler le retard, alors que les 4 hommes, les 4 échappés auront intérêt justement à attendre ce 5e homme. Et oui, pour avoir un peu plus de force collective pour accélérer lorsque l'effort va être encore plus important. Voilà, 15 secondes. Ah, il y a 15 secondes, hein, donc ils vont... Là, ça veut dire qu'ils l'ont attendu un peu ou c'est vraiment Declercq comme une on a eu quelques bosses, hein. C'est vrai que dans les bosses, on a bien vu, hein, autant le peloton que les groupes de tête l'ont monté vraiment tranquille. Donc lui, il a dû forcer l'allure. On parlait tout à l'heure de 30 secondes par bosse. Même peut-être un peu plus. Et c'est vrai que là, il a pu boucher son écart de 1,45 de tout à l'heure. Il lui reste 15 secondes. Il reste encore une bosse, donc pour lui, c'est possible de rentrer. De rentrer alors que je ne voyais pas Brian Nolot. À un moment... le coureur d'Europe Car, mais s'il est bien là, il a été prendre un bidon avec sa voiture. Et on voit bien à chaque relance, le peloton est tiré. C'est vrai que les conditions humides, forcément, ont tendance à allonger encore un peu plus le peloton. Allez, on va aller revoir Thierry Fourmy qui est sur la ligne d'arrivée avec un autre invité. Oui, avec Jean-Claude justement qui est chargé de l'organisation. Vous savez que cette course du Tour de Vendée est une réussite notamment grâce aux bénévoles. Ils sont 750 aujourd'hui bénévoles à œuvrer sur cette course. Et Jean-Claude, lui, vous vous occupiez du départ ce midi à Olonne. Comment ça s'est passé? Je m'occupe du village départ, donc l'organisation du village VIP, ce qu'on appelle, où on reçoit nos invités, à peu près 300 personnes. Donc où il y a dégustation, d'huîtres, tous les produits un petit peu locaux. Et ça s'est bien passé, on n'a pas eu de pluie nous ce matin, c'était bien heureusement. On a eu 300, 350 personnes, il y avait beaucoup de monde. Et voilà. Donc ça s'est bien passé avec une équipe formidable que j'ai la chance d'encadrer, qui ont l'habitude de travailler avec moi. 750 bénévoles sur une course comme aujourd'hui. En comptant tous les commissaires au Carrefour, les bénévoles ici à La Roche, au départ, donc à peu près 750 personnes. Allez, on revient en direct sur la course avec les 5 hommes finalement de tête, puisque le Belge Tim Declercq de l'équipe Top Sport Vlaanderen Baloise est revenu sur les 4 hommes de tête. Vous voyez leur nom, Romain Feuillu, Brian Nolot. Il revient et tout de suite il collabore. Ça veut dire que c'est un homme, il a encore de la force. Alors que l'écart s'est stabilisé autour des 2 minutes. Il va pouvoir redonner un peu d'élan. On voit bien que tout de suite il relance une grosse allure. Et c'est lui qui est en tête et qui a pris le relais. Voilà, pour pouvoir redonner du rythme à cette échappée.
et augmenter l'avance avec le peloton. Ouais, il ne serait pas étonnant de les voir grignoter quelques dizaines de secondes là rapidement par rapport à l'accélération de Tim Declercq qui est bien relayé là par ses partenaires d'échappée. Ils sont donc désormais 5 à 40 km de l'arrivée avec ces 2 petites minutes d'avance. Ouais, il leur reste une bosse à monter, la côte du Moulin des Bois. La 10e bosse qui se situe à 35 km de l'arrivée. Toujours des petites routes sinueuses à droite, à gauche, qui ne sont pas forcément un avantage pour le peloton. Un peloton groupé qui se situe sur des petites routes, forcément c'est compliqué à remonter, à s'organiser. Et c'est pas pour désavantager une échappée. Et on voit que même les coureurs derrière ont du mal à vraiment, le coureur belge Declercq a vraiment redonné une impulsion à cette échappée. Et les coureurs qui sont eux échappés depuis le kilomètre 90. Ah là c'est ses tirs. Hein. Voilà, ont donné beaucoup et n'ont pas forcément des forces pour pouvoir suivre le coureur belge. Ah, j'avais bien raison de dire qu'ils allaient prendre quelques dizaines de secondes en plus et c'était en moins plutôt puisqu'il y a une 50 d'écart entre le peloton et les 5 hommes de tête. Et vous voyez à chaque fois si vous ratez un virage comme l'a fait Romain Feuillu, vous êtes obligé de faire un sprint pour boucher le trou. C'est hallucinant là. Hein. Alors vous pouvez imaginer ce que ça représente pour un peloton de 50-60 unités. Le coureur qui est derrière, il fait un sprint de 300-400 mètres pour pouvoir rester et revenir au sein du peloton. De gros efforts effectivement, alors que là c'est le statu quo au niveau du peloton. On voit le scénario identique depuis 30-40 km maintenant que nous sommes en direct sur ce Tour de Vendée, avec les 2 formations FDJ et Cofidis qui gèrent tranquillement, qui contrôlent la course, alors que vous voyez Nasser Bouhanni plutôt tranquille. Hein. Plutôt tranquille, c'est vrai qu'il est bien couvert, il a pas froid, on le voit bien, il est par rapport à des coureurs qui sont un peu plus grimaçants. Nasser Bouhanni a mis la grosse veste, les gros grands. Maintenant lui il attend son heure, il se découvrira à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Il va refiler son impair, ses gants à un coéquipier et lui sa course elle commencera là. Attention là le virage avec cette chaussée glissante, mais ça a été bien pris là par les 5 hommes de tête. On sent qu'il n'y a pas non plus une grosse non pas une entente, mais c'est assez hétérogène dans ce groupe on voit de 5. que c'est effectivement Jérémy Levaux et Romain Feuillu ont du mal à garder les roues et donc sont obligés à chaque fois, à chaque relance, de refaire un sprint pour pouvoir boucher l'écart qui les sépare avec les 3 autres coureurs. Et ça c'est des forces en moins et forcément quand vous faites des forces, quand vous donnez des coups violents comme ça, des sprints, c'est beaucoup plus difficile de passer des relais. On va regarder le braquet que j'ai emmené Romain Feuillu et on voit voilà, Jérémy Levaux, lui il peut pas passer, il est à bloc. Alors que c'est pas la sirène des pompiers mais bel et bien la caravane du Tour de Vendée qui passe juste devant nous. C'est aussi ça. Même s'il pleut, il y a de l'ambiance à La Roche-sur-Yon aujourd'hui. Et il y a du monde aussi parce qu'on a craint un moment avec ces conditions météo de voir un peu les rues de La Roche-sur-Yon désertes. C'est bien pas du tout. Tout le monde a sorti le parapluie, tout le monde a sorti les vêtements qu'il faut pour assister à l'arrivée ici sur cette grande avenue qui mène à la place Napoléon. 1,49 d'écart entre le peloton mené par la FDJ et les 5 hommes de tête. Alors que d'ici 3 km, eh bien, les échappés vont arriver dans la dernière difficulté, on va dire, de ce Tour de Vendée. Voilà, c'est ça, la côte du Moulin des Bois, la 10e difficulté. Et on voit que Romain Feuillu est encore une dizaine de mètres derrière. Il a du mal à garder les roues. C'est dommage pour lui parce que forcément, ça va être compliqué dans le final. Lui qui est à la recherche de bons résultats. Et d'équipe, on le disait il y a quelques minutes, puisqu'il est en fin de contrat. Romain Feuillu qui a récupéré les roues, ça y est, de ses 4 partenaires d'échappée, mais qui laisse des forces à chaque fois pour revenir. C'est des forces qu'il aura plus dans le final. Allez, avec ces 5 hommes de tête sur ces belles images, on a pu avoir des Tours de Vendée sous le soleil. Et bien là, cette année, pour la 44e édition, c'est la pluie qui s'est invitée, et la pluie et le froid, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Alors nous on est un peu à l'abri, mais les coureurs eux subissent ces 12-13 degrés.
Et on voit Tim Declercq qu'il a vraiment redonné de l'impulsion à cette échappée. Et c'est lui qui roule à l'avant. Et on voit bien que les coureurs derrière, autant tout à l'heure, se retrouvaient 2 par 2, ils discutaient, pouvaient se ravitailler. Autant là, il n'y a plus lieu de rouler tranquillement. Ils sont vraiment à bloc, à rouler à plus de 40 de moyenne. Et on voit que Romain, à chaque relance, a du mal à garder les roues et est obligé de refaire un sprint. Sauf qu'à un moment ou un autre, il ne pourra plus faire de sprint et il se fera éjecter de cette échappée. Et pourtant le rythme est lent, hein, puisqu'on a pour l'instant un quart d'heure à 20 minutes de retard sur l'horaire prévu en termes d'arrivée ici sur La Roche-sur-Yon. Donc les conditions sont difficiles, on l'a dit, répété. Et le rythme n'est pas si impressionnant que ça finalement. Bah, le rythme est lent, c'est parce que c'est vrai que les conditions étant difficiles, comme on l'a vu, hein, dans chaque relance, on voudrait freiner davantage pour pouvoir virer moins vite et pas risquer de chuter. Et donc à chaque fois que vous perdez un peu de vitesse, vous perdez des secondes dans chaque virage. Et donc forcément ça induit sur la vitesse moyenne de la course. Et c'est l'élastique, hein, entre les 5 hommes de tête et le peloton, il y avait une 50. Et Romain Feuillu qui s'accroche, qui grimaçant. On voit bien. Il a du mal, Romain Feuillu, surtout dans cette petite bosse là. Et ça, c'est pas forcément bon pour l'échappée parce que quand vous avez un homme fort comme ça, il a tendance à mettre tous les autres coureurs dans le rouge. Donc Tim Declercq, il est revenu dans l'échappée, il a fait l'effort, il est tout frais et il a voulu redonner une impulsion. Mais on voit maintenant que la cohésion, autant tout à l'heure, on voyait les coureurs rouler régulièrement, passer leur relais les uns après les autres. Autant là, on voit que ces à-coups mettent dans le rouge les 4 autres coureurs. Et on se retrouve avec des coureurs d'un Romain Feuillu et puis même Jérémy Levaux qui ont tendance à sauter des relais ou à rouler beaucoup moins fort quand c'est à leur tour d'être à l'avant de ce groupe. Et pourtant l'écart, Lilian, continue d'augmenter, 2 minutes 13. Alors c'est le peloton qui a ralenti un petit peu derrière. Non, c'est juste que Tim Declercq fait vraiment un gros travail. On voit qu'il se retrouve quasiment... il passe quasiment un relais sur 2 à l'avant. Ah, c'est l'homme fort, hein. C'est l'homme fort du groupe d'échappée. Mais derrière, on voit bien que les autres coureurs se retrouvent... Il met ses adversaires, enfin là en l'occurrence ses compagnons d'échappée, en difficulté. Et vous voyez bien, un coureur comme Romain Feuillu ne passe plus de relais, lui il cherche juste à pouvoir rester avec eux. Vous voyez notre relance, vous voyez à quelle vitesse... on prend des précautions évidemment. Hein. Et encore Romain Feuillu qui va devoir avec cravacher. Un gros braquet. Voilà, les jambes ça doit être dur là. Ah ouais, c'est vrai que c'est extrêmement exigeant. Vous voyez il y a bien, le sprint, le sprint Romain Feuillu pour revenir dans les roues de Brian Nolot. Et quand vous revenez dans les roues, dans ce cas-là, vous passez pas de relais. Vous êtes juste content d'être encore avec l'échappée. Allez, toutes les difficultés là pour Romain Feuillu qui grimace mais qui s'accroche. Le sprinter de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Qui aimerait bien évidemment aller le plus loin possible là, dans cette échappée pour arriver sur le circuit de La Roche-sur-Yon. 2 minutes 20, on est passé à 2,20 d'avance, à 35 km de l'arrivée, on est dans la dernière difficulté de ce Tour de Vendée, dernière côte. Et on voit que le peloton derrière contrôle tranquillement. Ils vont avoir tendance à justement laisser filer jusqu'à cette dernière difficulté pour pouvoir après remettre un gros coup de gaz jusqu'au circuit. Où là des coureurs, on le voit, hein, comme Jussi Vakanen, Sébastien Chavanel vont tout donner pour rapprocher le peloton le plus près possible de l'échappée, revenir sur l'échappée avant l'entame du circuit final. Ce sont eux, hein, les lieutenants d'Arnaud Desmarques qui ont assuré le tempo dans ce peloton. Voilà, on voit à l'arrière les coureurs qui commencent à se déshabiller parce qu'on sait que l'allure va s'accélérer. Les 5 hommes de tête, on les retrouve à 35 km de l'arrivée avec Romain Feuillu qui s'était mis, une fois n'est pas coutume, aux avant-postes pour relayer et tenter de relayer ses partenaires. Là, il collabore, même si c'est difficile, et il tient quand même à collaborer avec cette échappée car il sait effectivement que pour lui, pour aujourd'hui, pour gagner, sa seule chance c'est que cette échappée aille au bout et ne se fasse pas reprendre par le peloton. Donc même s'il est en difficulté,
temps en temps, il faut savoir passer son relais pour montrer aux autres compagnons d'échappée que même si on est en difficulté, on tient à collaborer et à aider cet échappé à aller au bout. On va retrouver Thierry Fourmy avec un nouvel invité sur la ligne d'arrivée de ce Tour de Vendée. Oui, avec Guy Calandro qui est l'une des chevilles ouvrières bien sûr de ce Tour de Vendée. Un petit peu déçu par les conditions météo, mais je pense que le public est présent aujourd'hui encore malgré la météo justement. Alors le public est bien présent à La Roche-sur-Yon malgré la météo, mais néanmoins un peu dispersé. Hein. On a 30% de moins. Alors c'est la 44e édition aujourd'hui. C'est plus la même épreuve aujourd'hui que celle à laquelle vous avez œuvré au tout début. Alors c'est pas du tout la même chose. D'une part, les contraintes sont bien différentes, avec des sécurités meilleures qu'en 2000. Alors attendez, en 1972, pardon, on a débarré. Donc vous voyez, c'est plus du tout la même chose. Hein. Comment vous avez réussi à faire grandir cette épreuve? Parce que vous êtes aujourd'hui une manche de la Coupe de France, c'est pas rien. Alors nous avons démarré d'abord en équipe amateur. Et nous avons fait ça pendant, je crois, 30 ans. Et nous avons pris le Tour de Vendée professionnel en 1980. Donc, et nous avons grandi au fur et à mesure des époques. Quoi. Et juste la dernière question, le meilleur souvenir pour vous jusqu'à présent d'un Tour de Vendée? Écoutez, le meilleur souvenir, c'était l'année dernière avec le temps dont il faisait un super temps, une superbe arrivée ici. Et puis là, on est complètement déçus. Malheureusement, on a eu on est déçus par le temps, mais heureusement quand même ce matin on a eu un super départ au Sable d'Olonne, au Lonne-sur-Mer. On est surtout déçus pour les coureurs effectivement, pour l'une des dernières courses de la saison. On ne choisit pas la météo, on l'a subi alors que l'on voit Thomas Voeckler. Et les coureurs qui commencent à se déshabiller pour justement entamer ce final en pleine possession de leurs moyens. C'est vrai qu'avec l'allure qui va s'accélérer, vous avez intérêt à ne pas avoir trop chaud. Donc les coureurs se découvrent, enlèvent leur impair. Et puis peut-être que les conditions où ils sont peut-être meilleures qu'ici. Et Lilian, l'écart qui enfle en faveur du groupe d'échappés, là, des 5 hommes de tête. On est à 2,42 d'avance. Effectivement, de toute façon c'est toujours les mêmes coureurs qui roulent. Je pense que si l'écart doit diminuer, là les coureurs sont encore dans la dernière difficulté, n'oublions pas, hein, et même si les coureurs de tête ont passé cette difficulté, la côte du Moulin des Bois, les coureurs du peloton, eux, ils sont encore. Et on voit un coureur comme Laurent Pichon qui va peut-être justement, dès que Laurent Pichon de la Française des Jeux, qu'on voit en plein centre de l'image, dès que le peloton va passer cette dernière difficulté. C'est lui qui va se mettre aux avant-postes. Éventuellement, on va bien voir comment la configuration de course. En tout cas, l'équipe Cofidis, elle ne fait pas le moindre effort pour essayer de relayer. C'est la FDJ qui est devant, qui tente d'amener Arnaud Desmar jusqu'au sprint à La Roche-sur-Yon. Et à une grosse trentaine de kilomètres de l'arrivée, on est quasiment à 3 minutes d'écart. Les 5 hommes de tête qui s'entendent bien. Et Romain Feuillu qui s'accroche toujours en dernière position, mais toujours là, toujours présent. Voilà, dernière difficulté, les coureurs maintenant vont regagner La Roche-sur-Yon avec un dénivelé négatif. C'est-à-dire que, je dirais pas que ça descend jusqu'à La Roche-sur-Yon, mais il n'y a plus de montée, il n'y a que des faux plats descendants. Plus de montée, plus de faux plats. Donc on va changer de vitesse, on va changer d'allure et maintenant c'est à bloc jusqu'à La Roche. On voit bien Sébastien Chavanel qui est en anaérobie. Hein, vous voyez la voiture de Aubert 93 qui essaie de passer pour remonter, ravitailler Guillaume Le Varlet. Ça y est, elle a réussi à passer sur la tête du peloton. Pas Sylvain Chavanel, hein. Sylvain il rejoindra l'équipe Direct Énergie. Voilà, la nouvelle équipe de Jean-René Bernaudot. Et il viendra donc notamment soutenir Thomas Voeckler et Brian Coquard qui se sont également engagés pour la saison prochaine. Et vous voyez, quand vous voyez la configuration du peloton, vous doutez à peu près de la vitesse avec laquelle il roule et on voit que le peloton s'étire. C'est que l'allure a sensiblement augmenté. Comme l'écart, quasi de 3 minutes entre le peloton et les 5 hommes de tête. Mais vous allez voir que l'écart ne va quasiment pas grandir, alors que là on voit Jimmy Angoulevent, vous voyez, en plein milieu du peloton là, qui râle. Tout simplement parce que peut-être que la moto qui filme,
est trop près et c'est pas possible. Aspire un peu les coureurs à l'avant. Non, c'est pas possible, ça se fait jamais en plus. Non, jamais. À part en Italie. Peut-être. Et vous le voyez, superbe image là de ce peloton. Lilian vous en parlait, de ce peloton étiré. La preuve en est. Et vous voyez un écart, 2,56, 2,55. Et je pense que progressivement, ça va rediminuer. Et on va voir si... Alors on donne à peu près 1 minute aux 10 km. 30 km, 3 minutes, on ne devra pas être loin là. Ouais. Alors, puis ça va certainement secouer un petit peu là dans le peloton avec... Puis après, il va peut-être avoir aussi des équipes l'équipe Cofidis et éventuellement d'autres équipes qui vont nous refiler un coup de main. Pour revenir sur les 5 hommes de tête, pour les empêcher d'aller se disputer la victoire finale ici sur le circuit urbain de La Roche-sur-Yon avec la tête de la course, justement les 5 hommes, Romain Feillu, Brian Nolot, Tim Declercq avec Guillaume Levarlet et Jérémy Levaux. Les voilà, les 5 hommes de tête qui s'entendent bien depuis le début. Allez, on voit Romain Feillu qui a repris peut-être un petit peu de plus de facilité sur un terrain qui est plus fait pour lui aussi. Déjà il n'y a plus de boss, il n'y a plus de relance. Il doit être content. C'est un peu plus facile. Non, c'est vrai qu'il y a une bonne cohésion dans cette échappée. De toute façon, ils ont intérêt à collaborer un maximum de temps pour éviter le retour du peloton. Et on voit bien, je vous dis, après c'est seconde par seconde, mais l'écart qui diminue progressivement. De toute façon, face à un peloton groupé, c'est difficile de rivaliser, surtout que là le vent vient de face puisque c'est un vent d'ouest. Saint-Martin-des-Noyers, Lilian. Saint-Martin-des-Noyers, la petite bourgade vendéenne qui accueille donc ce Tour de Vendée avec la tête de course et surtout le peloton que l'on va voir arriver dans les rues de Saint-Martin-des-Noyers. Voilà le peloton qui va arriver à une dizaine de kilomètres de l'arrivée dans La Roche-sur-Yon, dans une vingtaine de kilomètres. Après on sera quasiment tout le temps en milieu urbain, donc bande blanche, relance, risque de chute, d'où l'intérêt de toujours, comme le fait l'équipe de la Française des Jeux, de se retrouver à l'avant pour protéger un maximum son leader et éviter la chute. Quasiment 17h16, nous sommes en direct sur France 3 alors que là il y a une grosse accélération. Voilà, Laurent Pichon, le coureur de la Française des Jeux, Laurent Pichon, et on voit toujours Jimmy Angoulevent qui lève le bras. Bon. Et Laurent Pichon qui justement est venu redonner l'impulsion, un gros relais à ses coéquipiers. Et on voit bien que les coéquipiers, Sébastien Chabanel qui doit juste derrière, a du mal à garder sa roue. Ah oui, parce que là ça envoie du côté de Laurent Pichon. Et même si Jimmy Angoulevent pestait contre certainement le fait d'avoir été un petit peu tiré par la moto avec l'aspiration, eh bien les coéquipiers de toute façon d'Arnaud Démare font le boulot et ils le font bien en tête. Ils assument leur statut, c'est vrai qu'Arnaud Démare c'est un des meilleurs sprinteurs français, un meilleur sprinter du monde, qui fait partie je pense des 10-15 meilleurs sprinteurs du monde avec Nasser Bouhanni. Et aujourd'hui ils ont rien à défendre au niveau de la Coupe de France. Donc ils vont tout donner pour la course. Pour la gagne ici, pour ce 44e tour de Vendée. Et on voit que le peloton est en file indienne. Même derrière, ça rigole plus maintenant. Ah là oui, on voit que le rythme n'a rien à voir avec celui qu'il y avait encore il y a 5-6 km. Ils ont su monter les bosses tranquilles, gérer leur avance. Maintenant, ils n'ont plus de questions à se poser. Il y a 2 minutes 46 à boucher. Ils sont un peu moins de 30 km pour ça. Et devant, c'est le même scénario. Ils ont 2 minutes 45 d'avance et il faut essayer de garder un maximum de cohésion pour collaborer et pour résister au mieux. Et on voit bien que les 5 coureurs passent régulièrement leur relais. Allez, on va voir la différence d'allure entre le groupe de tête et le peloton. Merci Anthony Forestier pour ces images. Vous voyez bien, derrière c'est en file indienne, Benoît Vaugrenard, qui roule maintenant, qui va passer le relais à Laurent Pichon. Donc en fait là c'est deux styles différents, c'est-à-dire que le peloton a choisi de passer ses relais sur une seule file, alors que le groupe d'échappés, eux, font une file montante, une file descendante. Donc, le groupe de tête va passer les relais
beaucoup moins long. Mais plus Par fréquent. contre, plus souvent, alors que là, le groupe de tête, l'échappée, Benoît Vaugrenard, ancien champion de France de contre-la-montre, spécialiste de l'effort solitaire. Ah, lui, il envoie, mais pendant un petit moment quand même. Voilà, tout seul. pendant des relais qui vont faire 1 km, 1 km 5, alors que devant, ça va être des relais de 200, 300 mètres. Et on voit que ça rigole pas derrière, hein, tout le monde a la grimace. Et on voit que l'écart diminue progressivement, même si c'est pas forcément flagrant. Ça diminue et nous on profite des jolis châteaux de la Vendée sur ces magnifiques images. Et le château de la Grève, merci à monsieur Frédéric Jeanne qui en plus est un historien de la Vendée, donc bravo à lui. Allez, ce peloton sur les routes mouillées du département vendéen, 2,38 encore d'avance pour les 5 hommes de tête à 27 km de l'arrivée. Et on voit même qu'il y a des cassures au sein même du peloton. Au sein même du peloton, il y avait 4-5 coureurs qui se retrouvent à l'arrière à une centaine de mètres. Je ne sais pas si on va pouvoir les apercevoir. Voilà. Si on les voit sur ces images aériennes. Ah, ils sont 4-5 à galérer là, en toute fin de peloton. Ils vont rentrer quand même. Et là on retrouve un Romain Feuillu, lui en dernière position là sur. Ils vont rentrer à la faveur de ce virage, mais ils vont quasiment aussitôt relâcher derrière. On peut le voir. Allez, la tête de course, vous la voyez avec Tim Plancart, le Belge, qui a fait un effort considérable pour s'extirper du peloton il y a une vingtaine de kilomètres et pour revenir sur ces 4 hommes de tête. Lui, ça a été l'homme fort, Tim Declercq, l'homme fort de ce groupe de 5 échappés. Qui est ravitaillé par son directeur sportif, Walter Plancart, qui n'est autre que l'oncle du Plancart, qui est deuxième de Baptiste. De l'équipe Roubaix-Lille Métropole, qui est deuxième, on l'a dit, du classement général individuel à 24 points de Nasser Bouhanni, qui pour l'instant passe une après-midi somme toute très confortable en attendant les 26 derniers kilomètres et en attendant surtout d'envoyer peut-être une petite mine sur la ligne d'arrivée si il y a un sprint. Et toujours Benoît Vaugrenard qui est toujours en tête du peloton, et vous voyez bien, il a à lui tout seul. Alors que là on voit encore Jimmy Engoulevent en train de pester là au niveau de la moto caméra. Et Benoît Vaugrenard qui à lui tout seul a bouché quasiment 20 secondes. Quand je dis que c'est un rouleur et un spécialiste de l'effort solitaire, il montre toute sa classe. Avec toute sa classe, et Jimmy Engoulevent, j'ai cru qu'il allait rattraper la moto pour aller l'engueuler. Non, c'est bon, c'est toujours la FDJ qui est aux avant-postes. Voilà, Sébastien Chavanel, Laurent Pichon, Benoît Vaugrenard, ce sont les 3 coureurs qui vont rouler jusque sur le circuit. Et après, ce sera certainement, si il y a une arrivée massive, un Kevin Reza qui lancera le sprint pour Arnaud Desmar. Kevin Reza, Mickaël Delage. Les deux poissons pilotes. Voilà, ça va être eux qui vont servir de, voyez bien, 6 coureurs. Et puis on voit Arnaud Desmar qui est derrière. Donc les 2 poissons pilotes, les 2 coureurs qui vont être là pour propulser leur sprinter dans les 2 derniers tours. Et encore 2,25 d'avance pour les 4 hommes de tête à 25 bornes de l'arrivée. Et Tim Declercq qui est toujours devant à rouler. Ah, lui, il est impressionnant. Un gros bagarri, un gros rouleur. Et puis il envoie du gros braquet quand même, notre ami Tim Declercq. Et on voit l'écart qui continue à diminuer. 2,23. Ils ont repris quasiment plus de 30 secondes en 5 km. 5 km, on était à 10 minutes, à 1 minute aux 10 km, on est dans les temps de passage. Le timing. Ça va jouer à pas grand chose. Je pense qu'à mon avis, on se fait rattraper sur le circuit final. Pas avant, mais et voilà, c'est le peloton, c'est des coureurs comme Benoît Vaugrenard, justement, un capitaine de route qui sait gérer ça, qui sait gérer les écarts, qui sait mener son équipe. Et qui sait aussi donner le coup de main, en l'occurrence le coup de pédale, pour pouvoir combler, faire l'effort au bon moment, pour revenir au dernier moment sur le groupe de tête, pour éviter aussi des contres qui pourraient éventuellement contrer leur plan. La grimace pour Romain Feuillu qui envoie quand même un relais là, dans ce groupe de tête, les 5 hommes, avec également Guillaume Levarlet, Jérémy Levaux. Alors que là, on voit le coureur de Roubaix-Lille Métropole relayé par Brian Nolo avec 2,15 d'écart.
le coureur des Sables d'Olonne, qui habite, nous le disait Thierry, à quelques encablures là, de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Et Tim de Clercq. Je pense que l'avantage, c'est qu'en habitant sur le circuit final, il connaîtra toutes les relances, tous les pièges, toutes les plaques d'égout qu'il faut éviter. Et toujours et encore cette équipe de la FDJ qui envoie du lourd là pour rattraper les 5 échappés. On doit retrouver sous la pluie toujours Thierry Fourmy qui est sur la ligne d'arrivée ici. Oui, non, c'était juste pour vous dire, Lilian et Anthony, qu'il y a un léger faux plat sur cette ligne d'arrivée. Je ne sais pas comment les coureurs au sprint pourront la négocier, et si cela doit avantager Arnaud Desmar ou encore Nassar Bouani ou un troisième homme. Mais c'est vrai qu'il y a une petite montée pour finir. C'est vrai que c'est un sprint qui est assez piégeux. Contrairement à l'année dernière où où le vent était de face, cette année le vent est de dos, donc ça sera un sprint extrêmement rapide. Mais pour l'avoir fait de nombreuses fois, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre le nez trop tôt. À mon avis, il faut déboîter à 100-150 mètres pas avant. On a souvent vu des coureurs lancer trop vite, trop près, enfin trop loin, et se casser les dents à 50-25 mètres de la ligne. C'est ce qu'avait réussi Armindo Fonseca à sortir l'année dernière, mais assez tard finalement, et à s'emparer donc de ce Tour de Vendée l'an passé en 2014. Le coureur de Bretagne Séché Environnement, alors que... On voit toujours les trois coureurs, Sébastien Chavanel, Benoît Vaugrenard et Laurent Pichon. De toute façon, la course ne change pas de scénario. C'est toujours Tim de Clercq qui essaie d'amener les 5 hommes le plus loin possible. Et c'est toujours la FDJ qui envoie en tête de peloton. Et Tim de Clercq, je pense que c'est le plus fort de l'échappée. Intelligemment, il motive ses partenaires d'échappée pour pouvoir, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et pour que lui éventuellement s'extirpe sur le final. On le voit bien, regardez bien, il remonte aisément, il est facile. Vraiment facile. Mais il doit se temporiser parce que s'il passe trop vite, trop fort, forcément les coureurs qui sont avec lui, il va les écœurer et ne passeront plus de relais. Alors que derrière le peloton, ça continue de s'arracher en tête de ce peloton pour propulser la FDJ et le reste de la troupe, alors qu'on voit en arrière-plan Thomas Voeckler qui s'abrite et qui s'est bien couvert aussi pour... éviter toutes ces intempéries. On voit le vent, Lilian, qui joue un rôle prépondérant. Forcément, oui, c'est vrai que le vent aujourd'hui est violent. Bon, par rapport au départ où le parcours était beaucoup plus dégagé en bord de mer, c'est vrai que là on est dans des forêts, on est surtout tout le temps dans la même direction, on a un vent de face. Je pense pas que ça joue, il y ait des bordures. Mais vous voyez, les coureurs sont à fond et l'écart qui diminue progressivement. Et vous voyez comment les coureurs donnent. On voyait derrière Sébastien Chavanel qui grimaçait. C'est pas forcément facile pour des coureurs. Ils ont une tâche un peu ingrate, c'est qu'ils vont rouler dans les 20 derniers kilomètres. Et là, Lilian, on voit, il y a du ravitaillement en tête. Il faut absolument aussi garder des forces là, dans ces 20 derniers kilomètres. Comment on s'alimente ? Là, on est à 20 km de l'arrivée. Il nous reste encore une demi-heure, donc on peut encore prendre que quelques jets de glucides. Après, je pense que les gels font plus forcément d'effet puisque l'organisme n'aura pas le temps de les assimiler. Donc là, c'est vraiment les derniers instants, les derniers 5-10 km pour se ravitailler. Après, on n'aura plus forcément le temps et la lucidité et puis l'effet de course pour le faire. Donc c'est maintenant, on peut temporiser un peu, de se remettre dans les roues et de reprendre un gel, une barre et de reboire un coup. Après, la course sera trop intense pour le faire. Pour se ravitailler et pour tout simplement l'ingurgiter. Une 10 de repris par le peloton en 9 km. Laurent Pichon, qu'on a vu souvent à la tâche cette année pour ses coéquipiers, malheureusement. Coéquipier modèle qui manquerait d'avoir sa chance sur une ou deux courses pour pouvoir jouer sa carte personnelle. Maintenant qu'on a un sprinter comme Arnaud Desmar, qu'on a un puncher comme Arthur Vichot ou un grimpeur comme Thibaut Pinot, c'est souvent compliqué d'avoir sa place et de pouvoir jouer sa propre carte. C'est compliqué effectivement quand on a autant de très bons coureurs dans son équipe et de façon diversifiée de jouer sa carte perso. Alors du coup, Laurent Pichon s'attelle à être le plus performant possible pour tous ses coéquipiers
Et professionnel surtout. Et professionnel, ce qu'il est bien évidemment, avec l'écart qui continue de diminuer et la pluie qui continue de s'intensifier. On la voit sur une 41 sur ces images. Alors que là, c'est l'équipe Bretagne Séchée que l'on voit de vue aérienne. Bretagne Séchée qui a aussi son sprinter, même si elle a un de ses sprinters à l'avant. Avec Romain Feuillu. Voilà, qui avait aujourd'hui, on peut dire 2-3 sprinters au départ. Donc Armindo Fonseca qui avait gagné ici même l'année dernière. Yoni Utarovic qui malheureusement a abandonné au cours de l'épreuve. Et Romain Feuillu qui est à l'avant. Donc l'équipe Bretagne Séchée Environnement qui peut actuellement miser sur Romain Feuillu. Et en cas de regroupement général, aura toujours le vainqueur sortant, Armindo Fonseca, pour un sprint groupé. On voit aussi Samuel Dumoulin là, sur la droite, là, le coureur d'AG2R La Mondiale, qui est bien abrité par ses coéquipiers. Alors Samuel Dumoulin, c'est pas un pur sprinter, mais comme l'a dit Thierry Fournier tout à l'heure, une arrivée comme ça en faux plat montant, c'est le genre de sprint qui peut lui convenir. Alors lui aussi, cette arrivée, il l'a sprinté maintes et maintes fois et il sait au mieux comment l'aborder. Et on voit que le peloton, maintenant on est quasiment tout le temps dans des zones urbaines. La Ferrière en l'occurrence. On va aller de ville en ville comme ça pour se rapprocher à La Roche-sur-Yon. On est à une dizaine de kilomètres des faubourgs. Et donc là, il faut faire extrêmement attention dans les relances, dans les îlots directionnels, dans les lignes blanches. C'est des pièges qu'il faut éviter. Mario Declercq, Tim Declercq qui lui a décidé de... il attaque. Voilà, il attaque. L'attaque de Tim Declercq qu'on sentait très fort dans cette échappée. Eh bien, il va en mettre une première couche là, avec à 20 km de l'arrivée. Parce qu'il sent que s'il se coupe le cocotier, ça va être très compliqué d'arriver directement. Voilà, on nous repasse, on ralentit. Merci à Anthony Forestier et toutes ses équipes techniques. Cette attaque de Tim Declercq, il a les jambes. Il a les jambes. Maintenant s'il n'arrive pas à lâcher ses compagnons d'échappée, tout simplement, maintenant ça va brouiller un peu la cohésion qu'il peut y avoir. Et voilà, il se retrouve maintenant avec 4 coureurs dans la roue. Et ils vont lui dire, écoute Coco, t'as voulu attaquer, vas-y roule maintenant. Bon, un mec comme Romain Feuillu qui a une petite pointe de vitesse, lui il se dit que ça serait bien qu'on remette à rouler, on sait jamais. Mais c'est vrai que les autres qui n'ont pas forcément la super forme et qui vont pas viser au sprint, on voit bien Jérémy Levaux, lui tout simplement, voilà, il laisse faire. Il laisse faire, il suit le mouvement. J'en profite puisque il est 17h30 passé, et bien pour vous annoncer que en raison de la lenteur relative du peloton avec toutes ces conditions météo, et bien la première partie de l'émission Slam sera amputée. On va rester en direct ici sur ce Tour de Vendée pour suivre le final. Mais également qu'à 18h50, il y aura une émission spéciale sur France 3 National, et bien sur les intempéries qui ont malheureusement secoué le sud de la France et toute la région donc sud. Il y aura donc une émission spéciale à 18h50. Ne l'oubliez pas, on va revenir sur la course, 1 minute 30, un petit peu moins pour les 5 échappés à 18 km de l'arrivée à La Roche-sur-Yon. On ne va pas tarder pour ces 5 hommes entreapercevoir les rues de La Roche-sur-Yon. Alors j'en profite à mon tour pour souhaiter un bon rétablissement à Jean-Louis qui doit être derrière sa télé. Écoutez, effectivement, et à regarder ce Tour de Vendée en direct sur France 3, qui a été victime d'un accident et qui se rétablit. Voilà, avec ces routes et ces grandes lignes droites, vous le voyez, toutes ces voitures de directeurs sportifs et les 5 hommes de tête, la tête de la course qui continue d'envoyer des relais. Ça cohabite bien quand même. 1 minute 30, c'est stabilisé comme écart depuis quelques instants. Et voilà, Tim Declercq qui maintenant est obligé de passer tous les relais. C'est vrai qu'il a un peu trahi ses compagnons d'échappée. Il aurait dû le faire. On le voit l'écart sur ces images aériennes, là, l'écart entre le peloton et les 5 hommes de tête. Une 26, c'est vrai que sur ces lignes droites, pour le peloton, ça permet d'avoir le groupe de tête
en visu. Bon, apparemment l'échappée reprend forme et retravaille à nouveau. Mais Tim De Clercq, on le sait, il l'a attaqué une fois, il le fera forcément une deuxième ou une troisième fois. Et maintenant, il faut savoir que ses compagnons d'échappée l'auront à l'œil. Bon, là, il grimace, Oh, c'est un peu logique. il essaie de bluffer un peu. Ouais. On joue au chat à la souris dans ces cas-là. Mais vous êtes sûr que forcément, il va retenter sa chance d'ici quelques kilomètres. Allez, les 5 hommes, on vous rappelle les noms: Romain Feuillu, Bretagne Séché, Brian Nolo d'Europecar, Jérémy Levaux de Roubaix-Lille Métropole et Guillaume Le Varlet d'Aubert 93, accompagné de Tim De Clercq, le coureur belge de l'équipe Top Sport Vlaanderen Baloise. Les voilà, les échappés depuis une cinquantaine de kilomètres. Plus de 50 km d'ailleurs, pour les 4 hommes notamment. Ouais, c'est 80 km d'échappés. Ils sont partis dès le kilomètre 90. Donc ça fait pas loin de 100. Ils vont faire pas loin de 100 km d'échappée, enfin même plus si ils se font reprendre sur le circuit d'arrivée. Donc c'est vrai que les efforts consentis durant ces 100 km d'échappée vont peser dans le final. Et on voit que le peloton est extrêmement étiré, toujours emmené par le coureur Benoît Vaugrenard. Alors qu'on voit l'équipe Europcar aussi qui se tient pas très loin. Il se replace tout simplement, on va arriver sur des routes un peu plus piégeuses. En milieu urbain, donc on a intérêt à se replacer, même si l'équipe Europcar aujourd'hui n'a pas forcément de sprinter attitré. On l'a dit, ces 2 sprinters sont championnat de France. Brian de Cocard piste. et Thomas Bouda. Donc ils vont essayer de jouer les francs-tireurs sur le final. Après on va essayer de jouer avec des punchers aussi, à la Thomas Voeckler par exemple. Voilà, ça risque d'animer un peu cette course en fin de finale. Et voilà, les sprinters, même les équipes de sprinters n'auront pas forcément cause gagnée lorsque, si les échappés se font reprendre. Et plus qu'une 10, plus qu'une minute 10 d'écart entre le peloton emmené par la FDJ et les 5 hommes de tête à 15 km de l'arrivée. Alors qu'à l'avant, on continue d'enchaîner les relais, mais malgré cela, l'avance fond pour les 5 hommes de tête. Et Brian Nolo, le Vendéen, l'homme de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne, qui va arriver dans... Romain Feuillu, Guillaume Le Varlet. Tim De Clercq, le Belge, et puis derrière... Jérémy Levaux. Jérémy Levaux qui ferme la marche, mais qui est toujours là. C'est un jeune coureur, Jérémy Levaux. C'est une c'est une grande famille de cyclistes Levaux en Normandie. 1,05 d'écart entre les 5 hommes de tête et le peloton. On va évidemment surveiller à chaque fois le chrono, mais également le nombre de kilomètres qu'il reste à parcourir avant d'arriver ici et faire ces 2 boucles de circuit urbain dans La Roche-sur-Yon, alors que là on essaie de libérer un petit peu les jambes. De se décontracter, comme de toute façon les jambes deviennent de plus en plus lourdes, puis un club comme Guillaume Le Varlet, il va vouloir lui aussi tenter sa chance, puisque c'est pas le meilleur sprinter du groupe. Donc il va forcément être obligé de, si jamais ils arrivent à entrevoir la victoire, essayer de s'extirper avant la ligne d'arrivée. Et on voit Laurent Pichon, toujours les 3 coureurs, voilà, la bouche Laurent ouverte Pichon, pour Benoît Vaugrenard, les 2 coureurs bretons assistés de Sébastien Chabanel. Et vous voyez, tous ces ralentisseurs, sont des pièges à éviter. Et quand vous êtes à l'avant, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les éviter, de pouvoir les aborder. Alors que quand vous êtes à l'arrière, vous êtes un peu surpris au dernier moment. Et ça peut vite, une roue peut vite glisser, le coureur devant vous chuter. Et derrière, sur une chaussée aussi humide, c'est compliqué de réagir instantanément. Et ça envoie, là, ça envoie en tête de peloton. On voit que l'écart est passé sous la minute entre les 5 hommes de tête et le peloton fort de 90 coureurs à peu près. Je pense que le groupe de tête va quand même arriver sur le circuit final. Oui, avant le peloton, ça avant c'est le peloton. sûr. Après, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout avec cette ligne droite de 1 km. C'est 500 derniers mètres qui sont en faux plat montant.
c'est vrai que même si le public est là pour vous encourager, ouais, c'est dur, ça va être compliqué. C'est dur et on va vous détailler avec Lilian tout à l'heure, effectivement, lorsque les 5 hommes de tête vont arriver au niveau du circuit dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Eh bien, on vous donnera tous les détails sur ce final dans les rues de La Roche avec de nouveau cette équipe bleu-blanc-rouge FDJ en tête et qui a fait tout le boulot depuis le début de la course quasiment. Surtout lorsqu'il y a eu les 4 échappés au départ, puis le 5e en l'occurrence, Tim Declercq. Alors que là, il y a un petit relais qui est passé avec... Voilà, Sébastien Chamel qui s'écarte. Il a tout donné, on l'a vu, hein, la bouche ouverte. Et là, il peut plus, donc il s'écarte, il a fait le job. Attention, est-ce qu'on va... Non, c'est simplement une volonté de l'équipe. Là, il reste encore Laurent Pichon et Benoît Vaugrenard. Ouais, mais on sent que les autres équipes commencent un petit peu à mettre de la nervosité à l'avant, non? Ah, forcément, hein, on arrive, je vous le dis, on va arriver dans les faubourgs de La Roche-sur-Yon. Il va falloir être placé, donc ça va être tout le monde va vouloir se retrouver à l'avant pour pouvoir aborder chaque virage en tête. Ouais, les places vont être chères. Hein. Voilà, seulement il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Non. On voit des équipes qu'on ne voyait pas forcément. On voyait l'équipe complètement à gauche, l'équipe de Marseille qui est remontée. Des équipes qui étaient... Team Marseille 13 KTM qui s'est mis en évidence là sur la gauche de la route. Alors qu'il y a un des coureurs aussi de Europcar. Les Europcar sont là avec Jimmy Engoulevent également, avec, vous l'avez vu, Yukia Arashiro. Et de plus en plus de couleurs de différentes formations qui viennent aux avant-postes pour tenter de prendre les places. Voilà, d'autres équipes. Attention, la tête de course. Prêter main forte. La tête de course avec ses 48 secondes d'avance à 12 km de l'arrivée. Et Romain Feuillu qu'on voyait en très très grosse difficulté tout à l'heure. Beaucoup plus à l'aise sur ce terrain de jeu un peu plus plat. Alors que Tim Declercq, lui, il enchaîne. Hein, depuis qu'il a réussi à intégrer ce groupe de tête. Il y a encore une bonne cohésion, hein, même si il y a les deux coureurs. C'est les deux coureurs qu'on retrouverait tout à l'heure dans les bosses qui avaient un peu de difficulté, à savoir Romain Feuillu et Jérémy Levaux. Mais qui ont pu repasser des relais sur le plat. Mais là, on voit bien que ça devient de plus en plus difficile pour eux. Mais ils passent quand même leur relais. Ils vont collaborer avec leur échappé, enfin leur compagnon d'échappée. Alors que je rappelle, hein, tous les passionnés de l'émission Slam, eh bien, une partie de cette émission sera occultée pour suivre en direct sur France 3 Pays de la Loire, sur France 3 Bretagne, eh bien, la fin de ce 44e Tour de Vendée. Et puis, ne manquez pas l'édition spéciale, hein, l'émission spéciale sur un plan national à 18h50 concernant toutes les intempéries qui ont secoué le sud de la France. C'était la nuit dernière. Et Laurent Pichon qui quasiment au sprint passe son relais, a bouché les dernières secondes. Voilà, il s'écarte. Et on voit Vaugrenard qui lui est beaucoup plus en puissance. Emmener plus de braquets. Vous voyez tous ces petits ronds-points, ces îlots. Quand vous êtes à l'avant du peloton, c'est beaucoup plus facile. Vous avez votre choix de trajectoire et vous pouvez mieux voir les pièges à éviter. Alors que là, on a vu sur les relances, après les virages, ça devient aussi de plus en plus compliqué pour les coureurs de tête, même si Tim Declercq était encore à l'avant et a encore essayé d'envoyer un petit peu. Mais là, on sent que ça relâche un petit peu, même si là, on a un rond-point pour les 5 hommes échappés, alors qu'à l'arrière, au niveau du peloton, la tête de peloton, toujours la FDJ. Et tous ces petits ronds-points, ces petits îlots, c'est pas forcément désavantageant pour les échapper, parce que le peloton derrière est obligé de freiner, et donc ça permet à l'avant, eux ils vont exactement à la même vitesse, et c'est beaucoup plus difficile pour les coureurs à l'arrière de reprendre du temps lorsque vous devez freiner et relancer. Vous n'allez pas beaucoup plus vite qu'à l'avant. Et là on voit qu'on arrive dans La Roche-sur-Yon, sur les faubourgs. On va rentrer dans le circuit à 8 km de l'arrivée. L'explication finale dans 2 km, hein, puisque dans 2 km nous serons dans les rues de La Roche. Voilà, on y est là, hein, on est pas encore sur le circuit, mais on voit, alors là vous voyez la voiture neutre qui remonte.
Normalement, la voiture remonte quand il y a moins de 30 secondes. 35 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée. Voilà. Donc ça, c'est un signe, hein, quand vous êtes à l'avant et que vous voyez cette voiture de dépannage neutre qui vous dépasse, ça veut dire que l'échappée est passée sous la barre des 30 secondes. Et donc, vous savez marquer, que le peloton se rapproche. Psychologiquement, c'est pas très bon généralement. Bah, c'est pas très bon, mais ils savent bien de toute façon que ça va jouer à pas grand-chose. On va arriver donc dans ce circuit à 8 km. Alors, sprint massif ou pas, Lilian? Je pense qu'il va y avoir un sprint passif. Après, vous voyez bien, les relances sont moins précises, sont plus hésitantes, beaucoup de pièges. Et encore moi, je pense qu'il faut faire attention et à mon avis, ça va s'étirer. C'est Romain Feuillu qui a tenté de s'extirper là de ce groupe d'échappés, alors que derrière, on essaie d'accélérer pour rejoindre le sprinter de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Même si on a vu Romain Feuillu un peu en délicatesse, un peu hésitant à passer ses relais. C'est vrai que des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, il s'est dit, coûte que coûte, on n'a qu'à y aller, mais là... Éventuellement, si il attaque, il se retrouve avec Tim de Klerk. Oui, voilà. Après, ça peut être un bon allié de circonstance. Oui. Voilà la Roche-sur-Yon, voilà le groupe de tête, le groupe d'échappés des 5 coureurs qui possèdent encore 30 secondes d'avance à un peu moins de 9 km de l'arrivée. Vous avez vu cette vue aérienne de la Roche-sur-Yon, et les voilà. Les voilà, les 5 hommes de tête qui vont passer devant nous dans quelques secondes. Voilà, qui ne sont pas encore sur le circuit. Ils vont virer sur une route qui vient de leur droite, donc qui est à gauche à l'écran. Et donc il va leur rester à faire 2 tours de 3 km 9 avec pas mal de virages à l'équerre. Et là, le peloton à 30 secondes, on va vite les apercevoir dans ce faux plat montant. C'est l'arrivée, 500 mètres de la ligne. On voit ce long faux plat où il ne faudra pas lancer trop tôt le sprint. Il ne faudra pas se découvrir trop tôt. Et on est qu'à 300 mètres. L'idéal, c'est de déboîter à 100-150 mètres. Et on va les apercevoir après ce léger virage. Ces 5 hommes de tête, toujours 30 secondes d'écart avec le peloton et ces 8 km encore à parcourir dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Les voilà, Lilian Gégou qui se met debout pour les apercevoir. C'est vrai qu'à l'écran, on ne voit pas forcément leur visage. Ils passent devant nous. Ils ont encore une belle vitesse. Oui, ils ont une belle vitesse. Et puis, puisque vous parliez des visages à regarder, ça avait l'air pas trop mal. Ça a été, On verra au prochain tour. On va au prochain tour, mais c'est vrai que là, vous êtes dans une arène artificielle. Vous avez les supporters qui sont, vous voyez bien, même s'il pleut, il y a énormément de spectateurs quand même proche de la ligne d'arrivée. Et là, on va voir aussi le peloton qui... pour l'instant, à 20 secondes de retard, puisque le chrono a été déclenché, ils vont passer avec 26 secondes de retard sur les 5 hommes de tête à 7 km et 300 de l'arrivée. Et le peloton qui est extrêmement étiré à l'arrière. On voit que les coureurs, c'est dur pour certains coureurs. Oui. Il y a quoi? Il reste 70-80. Pierrick Fédrigo qui traîne à l'arrière. Je pense que la Coupe de France pour lui, ça sera très compliqué. Ça sera terminé, je pense également. Et puis on le voit, le peloton. Une chute sur le peloton qu'on n'avait pas vu aller. Et on va revoir dans le final. On va peut-être revoir, mais c'est ça le piège aujourd'hui, c'est justement d'éviter toutes ces chutes. Et on a vu une chute, mais à mon avis, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Allez, on va croiser les doigts pour que ce soit pas le cas, mais effectivement avec cette chaussée glissante, alors qu'il s'est relevé. Il s'est relevé et on voit les attardés également du côté du reste du peloton, alors que c'est Kevin Reza. Voilà, Kevin Reza. Forcément, c'est un coureur qui est facilement reconnaissable, le Guadeloupéen. Et on voit Tim de Klerk à l'avant qui attaque. Et il attaque encore, suivi par Romain Feuillu. Il est derrière. Derrière, c'est compliqué, même si c'est Jérémy Levaux qui tente de boucher les 30-40 mètres d'écart. Il a pris le rond-point sur la droite. Et il y a eu pas mal de coureurs de Cofidis impliqués dans la chute, donc il n'y aura pas beaucoup de soutien pour Nasser Boigny pour le sprint final. Vous voulez dire que vous allez peut-être perdre votre pari, ou Thierry, ou quoi? Je mise toujours sur Nasser. Allez, je vais prendre un gros risque, Nasser Boigny évidemment. Un gros risque, oui. Moi je vais joueur, je vais mettre une petite carte sur Baptiste Plancart. Allez. Baptiste Plancart qui a tout qu'à gagner aujourd'hui. Je pense que ça peut être la bonne carte à jouer. Alors qu'il va tenter encore de... Je regardais Tim de Klerk qui est toujours aux avant-postes. Et ça commence à devenir dur parce qu'il sait que derrière, ses partenaires ont du mal à revenir dans sa roue pour relancer, même si c'est Romain Feuillu qui fait encore l'effort là pour
Alors là on le voit pas, mais c'est un faux plat qui fait mal aux jambes. C'est vrai que quand vous avez déjà fait 200 km, vous voyez bien, hein, ça roule pas très vite pourtant, mais, non, on voit ça fait mal, au hein. niveau du visage et le coureur est marqué. Alors qu'on essaie de prendre des relais, mais c'est compliqué, c'est toujours Declercq, le Ça Belge. temporise devant, c'est vrai que 23 secondes, hein, et ça, ils peuvent espérer y croire. Ouais, mais là on Et est. je pense que c'est ça mouline plus, temporisation, hein. voilà. Parce que quand on voit le rythme justement sur ces images, le rythme de l'équipe FDJ à l'avant du peloton, il ne doit plus rester grand chose de différence à 6 km de l'arrivée. Et maintenant c'est Guillaume Le Varlet qui attaque. Et il est parti, Guillaume Le Varlet de l'équipe Aubert 93, il est parti pour Jérémy Lovo qui va le chercher. Pour les 6 derniers kilomètres. Et il a accéléré, il a fait le trou. Hein, ah ouais, Guillaume Le Varlet maintenant il a tout à donner. Et derrière ça se regarde. Alors vous voyez bien ces virages, on peut pas les prendre extrêmement vite. Sinon on est vite déporté et c'est un coup à glisser sur les bandes blanches. Et voilà, Tim Declercq qui lui a fait le trou dans la relance. Ouais, mais lui il va revenir. Il va revenir sur Jérémy Leveau. Sur Guillaume Le Varlet, pardon. Romain Feuillu, il a compris qu'il n'y avait qu'un homme à surveiller aujourd'hui, c'était Tim Declercq. À chaque fois que Tim Declercq essaie de s'extirper, il est dans sa roue. Ouais, c'est l'homme fort, on vous le disait. Pour cette 44e édition du Tour de Vendée, que l'homme fort, depuis le début, c'était ce Belge de Top Sport, Vlaanderen-Baloise, Tim Declercq. Et là, Romain Guillaumois qui est sociétaire aujourd'hui. S'il avait un... Voilà, c'est là qu'il faut mettre l'attaque, c'est quand tout le monde se regarde. Et oui, c'est ce qu'il a fait, Romain Feuillu. Voilà, il est passé à droite de l'îlot alors que les autres sont à gauche. Non, c'est Brian Nolo qui est parti. C'est Brian Nolo qui est parti, le Vendéen, le local de l'étape. Allez, il a su attendre son heure. Et il ne faut pas qu'il se retourne. Romain Feuillu, il a la rage. Hein. Ouais, on sent que il n'a plus qu'une victoire à aller chercher. Il a aussi... ça peut être sa carrière qui peut être mise à mal. Et donc il a intérêt à... Voilà, lui il vient chercher un bon résultat. 19 secondes d'écart à un peu moins de 5 km de l'arrivée. Des hommes de tête, les 5 échappés. Voilà, il y a un petit trou, ça se regarde devant, ça se regarde derrière. Je pense que c'est ça qui peut les faire perdre aujourd'hui, c'est le fait de ne pas se donner totalement à fond jusqu'au dernier kilomètre. Regardez là mais je pense que voilà, ils ont tous les mêmes jambes. C'est extrêmement dur, autant devant que derrière. Et autant on a pu apercevoir des visages pas trop marqués lors de leur premier passage, autant lorsqu'ils vont repasser là devant nous, alors qu'il restera un peu plus de 3 km à parcourir. Voilà, Romain Feuillu qui lui intelligemment essaie de redonner du rythme. Il se parle, il se regarde. Et Romain Feuillu qui en remet une couche alors que c'est de nouveau Guillaume Le Varlet qui est reparti, le coureur d'Aubert 93. Qui cette fois a fait le trou. Et là il a fait Guillaume le trou. Le Varlet a pris une centaine de mètres d'avance. Derrière, les coureurs forcément se sont regardés et aperçoivent aussi le peloton qui est juste derrière. Et Tim Declercq qui essaie de faire le forcing pour revenir. Mais 50 mètres d'écart déjà entre Guillaume Le Varlet et les 4 hommes. Ça va être compliqué. Guillaume Le Varlet doit tout donner alors que derrière un coureur de la Pomme Marseille s'est extirpé du peloton. Il me semble que c'est plein. Alors là, on va assister à un final époustouflant ici en Vendée, puisqu'on vous rappelle que Guillaume Le Varlet est parti tout seul. Il s'est extirpé du groupe des 5 échappés de cette journée. Mais derrière, ça revient comme des bombes. Derrière, ils sont revenus avec une envie incroyable. Et surtout, regardez le peloton qui va revenir et fondre sur les 4 hommes de tête. Enfin de tête, non plus maintenant, puisque on vous le disait, Le Varlet est en tête, tout seul. Et alors qu'un coureur d'AG2R, la mondiale, est sorti du peloton. Ah, je crois que c'est un des stagiaires de l'équipe AG2R La Mondiale. C'est Campistrous. Et 12 secondes d'avance, Lilian, pour Guillaume Le Varlet sur le reste du peloton, parce que je pense que le peloton a absorbé les 4 autres coureurs qui étaient avec lui. Non, pas encore. Pas tout à fait. Guillaume Le Varlet a tout donné de toute façon. Vous voyez le braque qui l'emmène. Ah oui, c'est énorme, c'est impressionnant là sur cette chaussée absolument glissante. Il prend tous les risques, Guillaume Le Varlet, pour essayer de s'imposer ici à La Roche-sur-Yon. Mais pour lui, c'est pas un désavantage d'être sur une chaussée humide comme ça. Le fait d'être tout seul à l'avant, je vous dis, vous virez en tête. Et surtout derrière, les coureurs sont obligés de freiner. Donc, il y a moins de risque de chute. Voilà, et puis surtout, les coureurs derrière ne peuvent pas se donner à 100% sur des routes humides.
Oui, Anthony et Lilian, c'est Thomas Vauclair également qui menait le peloton là sur l'homme de tête. Avec les efforts du chef de file d'Europecar pour l'une de ses dernières courses, sinon sa dernière, sous le maillot d'Europecar avant de rejoindre Direct Energy. Avec cette image de l'homme de tête, Guillaume Le Varlet d'Aubert 93. On voit, allez, on va dire une centaine de mètres derrière lui, il y a Tim Declercq et Jérémy Levaux. Ouais, ils sont partis à la poursuite. Brian Nolo. Voilà, et le Romain peloton, Feuillu. et le peloton qui est derrière. On va assister à un final incroyable ici. Et le coureur de l'équipe AG2R mondial, le stagiaire Romain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un coureur qui est normalement amateur et qui est en stage, c'est-à-dire qu'il fait quelques piges chez AG2R et se montre c'est Romain à son Campistrousse. abandon. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors que là, on revient sur l'homme de tête. Il reste 2 km 4. Et Romain Campistrousse, lui, remet une accélération, vous ne le voyez pas forcément à l'écran. Voilà, il a tout de suite relancé. Ah, il a les jambes lui aussi, hein, parce que dans ce final, et Tim Declercq qui grimace avec Brian Nolo qui ne lâche rien non plus. Le Vendéen Romain Feuillu qui est toujours à la bagarre, avec également Jérémy Levaux. Ce coureur d'AG2R la mondiale qui était sur les routes d'Italie cette semaine, qu'on a vu échapper, qu'on a déjà vu échapper cette semaine en Italie. Et là, ils vont se retrouver quasiment à 5. Hein. À 5 et c'est lui qui fait tout le travail. Oui. Il emmène Tim Declercq, il emmène Brian Nolo, alors que le peloton a du mal à revenir sur ses 5 hommes. Ah, je pense que Guillaume Le Varlet a... Et s'il allait au bout? Ah, c'est possible. C'est vrai que lui, étant tout seul, il n'a pas de questions à se poser. Maintenant, attention à l'arrivée. Ce faux plat monton de 500 mètres, on peut vite perdre des secondes. 1 km 5, 1 km 5 et 16 secondes d'avance pour Guillaume Le Varlet. Va-t-il pouvoir conserver cette poignée de secondes et passer la ligne en vainqueur sur ce Tour de Vendée? Eh bien, vous allez le vivre en direct sur France 3 Bretagne, France 3 Pays de la Loire. Avec 17 secondes. Ouais, il a une belle cadence, hein. Il a une très belle cadence et il envoie gros là. Mais attention, dans les 500 derniers mètres, c'est joli, ce faux plat montant. Derrière, le peloton va arriver pleine balle. Avec vent dans le dos. Mais il envoie quand même encore Guillaume Le Varlet qu'on avait très peu vu, hein, dans l'échappée. Alors qu'on annonce la chute de Nasser Bouhanni. Ah, la chute de Nasser Bouhanni. Chute de Nasser Bouhanni, on va peut-être... ce qui pourrait changer énormément de choses dans le classement général. On a dit tout à l'heure, hein, si Plancart arrivait à faire un top 3, il pourrait remporter la Coupe de France. Attention. On l'a dit, pas du tout chanceux Nasser Bouhanni en début de saison et qui, eh bien, s'il a bien chuté comme ça a l'air de se confirmer. Alors que derrière on voit le coureur de Wanty, Marc Cato il me semble, le coureur qui a gagné ici même en 2011. Attention, dernière ligne droite, Guillaume, ce faux plat montant. Oh, Guillaume Le Varlet, et derrière c'est Marco Mercato qui arrive comme une bombe, pareil lancée, pleine balle pour revenir sur... le coureur d'Aubert 93, ça va se jouer dans les derniers hectomètres avec le peloton qui arrive lancé également. Et voyez comme quoi ce sprint en faux plat montant réduit les distances et on peut vite perdre des secondes. Incroyable, incroyable, ça va se jouer vraiment dans les derniers mètres puisque on va apercevoir. Et voilà Marcato qui a fait la jonction qui tout de suite il va certainement relancer. Voilà. Il va lui mettre une mine, c'est clair, et c'est parti. Et on voit Guillaume Le Varlet ne peut plus. Et Marco Mercato qui va certainement remporter aujourd'hui une nouvelle édition du Tour de Vendée. Qu'est-ce qu'il a bien couru, Marco Mercato. Mais attention, le peloton revient très vite. Et ça applaudit évidemment, mais le peloton qui va pouvoir peut-être s'imposer devant Mercato, oui. Et qui est-ce qui s'impose? C'est le coureur de Cofidis. Laporte, Christophe Laporte, me semble-t-il. J'ai cru voir le dossard 52. Est-ce que c'est Christophe Laporte qui moi je dirais s'impose? plus Rudy Mollard, mais on va... Alors j'ai peut-être pas bien vu, c'est allé tellement vite. On va revoir l'arrivée avec Marco Mercato qui a fait des efforts mais qui va se faire manger par le peloton et par le sprinter de chez Cofidis. Et c'est bien, me semble-t-il, un Christophe Laporte. On va voir son dossard, si c'est le numéro 52 qui lève les bras. Le coureur de Cofidis.
Et c'est Christophe Laporte, effectivement, Christophe Laporte qui est vainqueur de ce 44e Tour de Vendée ici, alors que Nasser Bouhanni, on nous le confirme, a chuté. Thierry qui est avec le vainqueur du jour. Christophe, magnifique coup réalisé au sprint. Racontez-nous comment ça s'est passé lors de ce sprint. Je suis un peu soufflé encore. À la base, c'était pour Nasser. Arrivé sur le circuit, il y a une chute, du coup, il était gêné. Avec Julien Simon, on s'est dit qu'il fallait aller prendre les points pour la Coupe de France. Donc on s'est replacé. Ça frottait beaucoup. J'étais un peu mal placé à 200 mètres. Et j'ai lancé. Et c'est bien passé. Donc je suis content, j'attendais une victoire depuis un moment. Et ça fait plaisir. Donc je sais pas combien il fait Plancard. On va poser la question. Nasser lui est tombé il y a quelques dans le tour final. J'ai vu qu'il y avait une chute, j'étais pas sûr que ça soit tombé. Je savais qu'il était gêné. Mais c'est dommage qu'il soit tombé. C'était possible. Mais je suis content d'avoir gagné. Ouais, c'est une belle victoire pour Cofidis pour terminer cette saison. Il y a encore 2 courses à venir d'ailleurs. Oui, encore des belles courses. Paris-Bon, j'ai Paris-Tour, donc on verra ça en fin de saison. Merci Christophe. Compliqué, hein, Thierry, effectivement, les interviews, alors que oui, alors que oui, effectivement, c'est vrai que le coureur, lui, sa préoccupation, c'est aussi de savoir combien avait fait Plancart. Plancart qui ne rentre pas dans les 3 premiers, donc qui ne remportera pas la Coupe de France. Donc même si Nasser Bouhanni chute, il remporte, même s'il ne remporte pas la course, il remportera la Coupe de France PMU 2015. Un moindre mal pour Nasser Bouhanni, pas véritablement chanceux sur avec ce final du Tour de Vendée. Christophe Laporte, belle victoire, joli coup réalisé au sprint. Eh bien, on va vous redonner le vainqueur de ce 44e Tour de Vendée, donc Christophe Laporte, à la surprise générale après un final ahurissant quand même. Effectivement, devant Yoni Utarovic qu'on avait annoncé en abandon et qui fait une 2e place. Et après, on a vu un coureur de Top Sport Van de Rennes et un autre coureur de Bretagne Séché Environnement. Donc quoi, Bretagne Séché Environnement place 2 coureurs dans les 5 premiers et renforce encore un peu plus leur classement général par équipe, même s'ils avaient gagné ce matin avant le départ. Ils montrent que ce sont les hommes forts de cette Coupe de France. Malheureusement pour eux, Pierre-Yves Fédrigo ne remportera pas cette Coupe de France individuelle, mais ils pourront tous aller sur le podium, aller chercher le trophée de la Coupe de France par équipe. Et on revoit le sprint, alors que Mercato, vous voyez bien, hein, au dernier moment, il se fait manger par le peloton à quelques mètres. Vous voyez, il se peut reprendre à 75 mètres, même pas 50 mètres de la ligne. C'est extrêmement rageant pour ce coureur qui avait ici gagné. Vous voyez bien, il tape son guidon tellement il est énervé, alors qu'il avait bien ferré le coup, puisqu'il était sorti à 2 km. Il avait réussi à rattraper Guillaume Le Varlet, lui qui avait gagné ici même en 2011. Ne prendra qu'un accessible 7 ou 8e place. Succès total donc pour cette équipe Cofidis Lilian, avec la victoire dans cette dernière manche de la Coupe de France, ce Tour de Vendée 2015. La victoire, on le rappelle, donc de Christophe Laporte. Et c'est donc Nasser Bouhanni, même s'il a été pris dans une chute, Nasser Bouhanni, bien, il remporte cette Coupe de France 2015. Lui qui avait inscrit son nom au palmarès de ce Tour de Vendée il y a 2 ans, et bien remporte cette fois la Coupe de France. C'était peut-être pas un objectif majeur au début de cette saison, mais on prend quand même. C'est vrai que je pense que cette course aujourd'hui est un peu à l'image de sa saison. C'est-à-dire qu'il a 10 victoires, il a souvent été placé. Malheureusement, quelques chutes lui ont empêché de glaner de grandes victoires. Voilà, aujourd'hui, il chute encore. Bon, c'est un mal pour un bien, je dirais. Et je pense que l'année prochaine, il repartira de bon pied. Cette Coupe de France, elle vient récompenser sa régularité sur toute la saison, et puis aussi avec ses 10 victoires. Bon, cette chute, maintenant la page 2015 est à tourner, même s'il reste encore une course comme Paris-Tour, une belle course à accrocher à son palmarès, et qui pourra peut-être lui permettre de finir cette saison sur les 2 roues. On l'espère évidemment, et toutes nos excuses encore aux téléspectateurs, aux amateurs de slam. Vous allez retrouver Cyril Ferraud dans quelques instants. Nous on reste pour voir un petit peu cette après-course, vivre cette après-course en direct sur France 3 Bretagne, France 3 Pays de la Loire. Il est évident que Thierry Fourmy va certainement avoir d'autres invités à son micro.
On va revenir sur ce scénario incroyable. Thierry, je vois que vous êtes en train d'attendre devant le car Europe Car. Hein. On va voir Brian Nolot, l'un des grands animateurs de cet après-midi. Il est en train de se changer pour tout vous dire. Il allait prendre sa douche et voilà, il est en train de se rhabiller. On le retrouve tout de suite. Bon, vous avez perdu le parapluie Lilian Gégou visiblement. Bon, en tout cas, on a vécu vraiment une belle course, une course un peu attentiste au départ, même s'il y a eu des tentatives d'échapper. Mais si on revient un petit peu sur ce scénario, cette échappée de 4 qui s'est constituée dès le 80e, 90e kilomètre de ce Tour de Vendée, elle a été très loin quand même. C'est un peu le scénario habituel. Hein. C'est vrai qu'ici, une course qui part très très vite, on veut placer un maximum de coureurs à l'avant. Les équipes de sprinteurs, eux, doivent éviter de laisser une échappée avec trop de coureurs. Donc 5 coureurs, c'était impeccable pour eux. Derrière, ils ont contrôlé dans les bosses notamment, on les a vus autour de Chantonnay. Et puis à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, lorsque le terrain était plus propice à rouler plus fort, on a vu l'équipe française des Jeux avec différentes fusées, enfin étages de la fusée. Hein. On avait devant lui Jussi Vakanen, Sébastien Chavanel, et puis après leur donner un coup de main Benoît Vaugrenard et Laurent Pichon. Et le fait de ne pas avoir vu Arnaud Desmar sur le sprint final, on l'a vu, hein, il a coincé, il doit faire 4 ou 5. Je pense que le problème c'est que l'équipe de la Française des Jeux, en arrivant sur le circuit, il leur restait plus que 2 coureurs, Kevin Reza et Mickaël Delage. Kevin Reza a fait vraiment un gros forcing pour pouvoir pour pouvoir rattraper ce groupe. Et Mickaël Delage a peut-être pas pu placer au mieux son coureur. Guillaume Le Varlet qu'on revoit dans les derniers hectomètres dans ce circuit urbain de La Roche-sur-Yon. On a bien cru un moment que ça allait pas lui échapper. Et puis il y a eu cette sortie assez incroyable de Marco Mercato qu'on voit sur... c'est surtout cette sortie et puis ce final qui est ces 500 mm en faux plat montant qui est pas non plus une difficulté impossible. Mais voilà, vous voyez bien que Guillaume Le Varlet n'a plus de force. Et même Mercato, on le voit, il se fait reprendre, si vous voyez les pancartes sur la gauche de l'écran, entre le 50 mètres et 25 mètres à 30 mètres de la ligne. C'est rageant, on le voit bien. Et d'ailleurs, il tape sur son guidon à l'arrivée tellement il est écuré. Voilà, il doit faire 7 ou 8. Mais fou furieux, ce qu'il visait, c'était la première place. On voit Arnaud Desmar qui doit faire juste là au centre. Quatrième. Et effectivement, Marco Mercato qui... très déçu parce qu'il avait vraiment bien anticipé ce final. Il était revenu comme un fou sur Guillaume Le Varlet et malheureusement il lui manque 50 mètres. 50 mètres effectivement Lilian, 50 mètres alors que Thierry Fourmi attend toujours Brian Nolot. Et on voit Arnaud Desmar qui lui n'a plus de force non plus pour sprinter. Donc même si aujourd'hui les coureurs avaient sur cette ligne d'arrivée vent dans le dos, on voit bien avec la pluie, les grosses jambes. C'est pas forcément facile de donner un effort maximum au bout de 5 heures de course, au bout de 200 km sous des conditions climatiques difficiles. Et on les voit ces conditions avec tout le public lyonnais que vous voyez à l'instant bien sûr sur ces images, qui va aller vers le podium pour féliciter le vainqueur du jour. On rappelle son nom, Christophe Laporte de l'équipe Cofidis. Utarovic finit à la 2e place. Thomas Sprengers le Belge est 3e, et puis Arnaud Desmar 4e. Baptiste Plancart 5e, il passe pas loin. Voilà, à deux places près, il loupe le classement général de la Coupe de France. Du coup, il doit reprendre 18 points au lieu de reprendre 25. Et il va lui manquer 6 points pour gagner la Coupe de France 2015, qui reviendra donc, comme on l'a dit, à Nasser Boigny. Il nous reste simplement le temps de vous remercier, Lilian Gégou, on n'aura pas le temps d'avoir Brian Nolot. Merci à Lilian Gégou, merci à Thierry Fourmi également qui était présent sur ce Tour de Vendée 2015. Toutes nos excuses encore aux téléspectateurs de Slam. Ils vont retrouver dans quelques instants Cyril Ferraud. Et puis n'oubliez pas l'émission spéciale à 18h50 sur les intempéries qui ont touché le sud de la France. Un grand merci également à toutes les équipes techniques autour du toujours très élégant Anthony Forestier. On se retrouve bien évidemment pour la prochaine édition, la 45e du Tour de Vendée 2016. Très bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Are you with me? Are you with me?
Thierry, tu m'entends? Ouais.